Bienvenue dans Méditation, le podcast dédié à la préparation mentale, au sport et à la méditation. On se retrouve chaque semaine entre passionnés pour aborder le thème de la préparation mentale et découvrir ensemble comment optimiser la performance sportive en conservant le plaisir de la pratique et en favorisant le bien-être et l'épanouissement. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast Méditation. On se retrouve pour un nouvel épisode avec un nouvel invité. Et aujourd'hui, je suis avec Stéphane Hennequin, qui est ceinture noire de jiu-jitsu brésilien, qui est entrepreneur, qui est un passionné de sport et de préparation mentale comme nous tous ici. Et donc, c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui. Salut Stéphane, comment ça va ? Salut Paul, j'espère que tu vas bien. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être avec toi aujourd'hui et de pouvoir échanger sur le temps qu'on a prévu. Cool. Eh ben, écoute, plaisir partagé. J'ai préparé des petites questions à te poser. On va voir que, on va parler jiu-jitsu brésilien, course à pied. On va voir que chez toi aussi, le sport, bah, c'est une histoire de famille. Donc, on va pouvoir parler de tout ça, de tous ces beaux projets. Est-ce que pour commencer, tu pourrais, toi, te présenter comme tu le souhaites aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? D'accord, moi je m'appelle Stéphane Hennequin, j'ai 42 ans. Je suis né en 1981, ça fait à peu près une petite vingtaine d'années que je fais du jiu-jitsu brésilien. Avant, j'ai essayé plusieurs sports, j'étais dans le cyclisme quand j'avais une dizaine d'années avec plus ou moins de réussite. Et ensuite, j'ai essayé, à la suite du cyclisme sur route, j'ai essayé plusieurs autres sports pour arriver, j'ai envie de dire, un petit peu naturellement vers le jiu-jitsu brésilien aux alentours de 22-23 ans et pour ne plus jamais le lâcher jusqu'à la date d'aujourd'hui. Voilà, après, ça en passe de devenir presque mon métier aujourd'hui. Et, et voilà, si ça peut, si Yes, j'espère que c'est super. le plus complet possible. Ouais, pour commencer, donc, est-ce que tu peux nous introduire, toi, ta passion pour le jiu-jitsu brésilien et nous dire comment tu as découvert le jiu-jitsu brésilien et quelle a été ta première impression aussi, peut-être, quand tu l'as découvert? D'accord. Écoute, moi, le jiu-jitsu brésilien, c'est venu un petit peu comme tout le monde, hein, comme toutes les personnes qui ont commencé il y a une vingtaine d'années. Donc, on a toujours été un petit peu passionné par les arts martiaux, par l'UFC. Tu sais, on est né dans une époque où on est né dans les années 1980, 78. Moi, je suis né en 81. On a toujours été passionné un petit peu par Jean-Claude Van Damme dans les années 90, par les débuts de l'UFC en 93, Rickson Gracie, etc. On avait des magazines comme Karaté Bushido. Donc, ça a toujours été pour les personnes de mon âge un petit peu un lien vers lequel on se tourne naturellement. Et puis moi, un- au début de ma vingtaine, j'ai eu l'opportunité d'aller pouvoir travailler aux États-Unis dans les années 2004-2005. Et c'est de là, en fait, que j'ai connu le Gracie Jiu-Jitsu, en fait, ce qu'on appelle aujourd'hui le Jiu-Jitsu brésilien, du nom de la famille qui a créé un petit peu cet art martial qui s'appelle Gracie, avec les deux frères Carlos et Helio qui ont révolutionné l'art martial qu'on pratique aujourd'hui. Moi, j'ai commencé aux États-Unis, dans la région de Miami, et ensuite, j'ai fait 1 an et demi à peu près, et quand je suis rentré en France, j'ai naturellement poursuivi au sein du Cercle Tissier à Vincennes et pour ne plus jamais le lâcher jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et ça a toujours été un petit peu un. Au début, c'était une passion. Et après, Après, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à l'art, c'est-à-dire comment est-ce qu'on en est arrivé pour les modifications, les les différentes adaptations avec les effets de levier. Comment est-ce qu'on en est arrivé à notre art martial pour ensuite bifurquer vers des compétitions, vers des scénarios, vers une étude un petit peu scientifique de l'art, parce que c'est vraiment, enfin, pour ceux qui pratiquent, on en vient presque à faire des équations, à faire des calculs. Et s'il fait ça, je fais ça. Et s'il va là, je prépare ça ou je m'oriente vers ça. Donc c'est quelque chose quand même d'assez, pas spirituel, mais d'assez neurologique. Et Intellectuel? ouais, intellectuel, c'est exactement ça. C'est l'art martial qui permet de vaincre la brutalité humaine, si on se réfère un petit peu à des termes anglo-saxons. Et puis ensuite, moi,
j'ai bifurqué là-dedans. J'ai toujours donné un petit peu des cours dans les années 2010-2012, donc ça a été encore un plus dans ma vie, ça a été encore comment dire, un, un- une addition supplémentaire dans ma carrière de jujitsuka entre guillemets. Mhm. Et ensuite, bah là, ça a commencé à des cours collectifs, des cours privés, et puis maintenant, on en vient à un moment de ma vie où je suis un petit peu dans une sorte de reconversion professionnelle, où là, j'essaye de voir comment est-ce que je vais pouvoir me projeter dans le futur à travers le jiu-jitsu brésilien. Parce que c'est Yes. en Oh, pleine expansion, comme tu le sais, ouais, en France, dans le c'est monde, en clair. Europe, mais surtout Mhm. en France. On a Ouais, vraiment connu une beaucoup. marche dans les années 2020-2021. On a Mhm. vraiment senti Ouais. euh, un engouement particulier pour les Français Mm. vers cet art martial, aussi bien les hommes que les femmes, aussi bien que les Yes. enfants également. C'est clair, c'est clair. Et si on revient au tout début, donc, tu commences le jiu-jitsu aux États-Unis, dans la région de Miami. Quelle est ta première impression? Comment ça se passe? Tu débarques dans la salle, enfin, comment tu vis concrètement et quelle est ta première impression du coup? D'accord. Bah, ma comment dire? Ma première impression aux États-Unis, c'est que c'est un vrai business aux États-Unis. Il faut comprendre que c'est comme quand tu rentres dans un magasin de vêtements ou dans un garage automobile, en fait. Une académie là-bas, on n'est pas du tout dans le système associatif, donc c'est vraiment un business. Tu as quelqu'un à l'accueil qui te prépare, qui te dit un petit peu comment ça va se passer et à partir de là, tu peux intégrer. Moi, j'ai intégré l'académie Gracie, ça s'appelait Gracie Miami à l'époque, maintenant ça s'appelle Valente Brothers, c'est une académie qui est quand même assez gigantesque maintenant, moi je l'ai connue un petit peu moins développée, mais ils ont toujours considéré ça un peu comme un business, comme un gagne-pain, donc ça a toujours été très cadré, très structuré. C'est un petit peu la différence que moi j'ai noté par rapport à la France. Et surtout, moi quand je suis arrivé, j'avais déjà fait quelques cours en France au sein de VKG avec Guillaume à Lagny, puisque j'habite du côté de Marne-la-Vallée. Donc j'ai déjà eu une première approche. J'ai dû faire deux trois cours avec Guillaume à cette époque. Et ensuite, j'ai déménagé aux États-Unis. Et de là, en fait, si tu veux, c'était très très sérieux. Donc, dès l'instant où j'ai commencé à rentrer dans l'académie, tu sais, le JJB, c'est un peu quand tu commences à connaître l'art martial, soit t'aimes pas du tout et dans ce cas-là, tu te dis bon bah c'est pas pour moi, j'arrête. Soit tu commences vraiment à t'y intéresser de plus en plus et tu te dis merde, ce truc-là, ça marche en fait. Tu sais, tu commences à combattre contre des mecs qui sont un peu plus forts que toi. Dès que tu commences à avoir un peu de technique, tu vois que tu arrives à avoir le dessus sur eux et tu te dis putain merde, c'est sympa, j'ai envie d'en savoir plus et tout. Et moi, c'est comme ça un petit peu que j'ai commencé à vivoter un peu dans ce milieu-là. Et après, j'ai eu l'opportunité également avec Pedro Valente, qui était le honneur de cette académie, de pouvoir comment dire, prendre un petit, enfin, commencer à, à travailler un petit peu avec eux, c'est-à-dire que à l'époque j'étais ceinture blanche, donc je lui avais expliqué ma situation qui était un peu, on va dire, chaotique aux États-Unis, et bah voilà, il m'a dit écoute, si tu veux, en échange de quelques coups de balai ou en échange de l'accueil, et ben tu n'as pas à payer ta cotisation et tu peux rester avec nous toute la journée. Et donc, si tu veux, Mmh. pendant quasiment un petit peu plus de 6 mois, un petit peu moins d'un an, j'ai passé quasiment tous mes jours à l'académie avec Pedro, à regarder ce qu'il faisait, avec Guy Valente et Joachim, qui étaient ses petits frères, à regarder un peu comment est-ce qu'il gérait cette académie, comment est-ce qu'il s'occupait un petit peu de développer le JJB brésilien. Et à l'époque, il y avait Royce Gracie qui venait assez souvent, il y avait Royler également, il y avait des mecs de l'UFC aussi qui venaient. Ils étaient intéressés par le cursus un petit peu du original Gracie Jiu-Jitsu qui était plus basé sur l'aspect self-défense qu'on Mmh. connaît un petit peu comme dans les UFC 1, 2, 3, 4 avec le fameux coup de pied de Royce Gracie qui s'appelle Pizarro en portugais. Et ils étaient un petit peu sur un système qui est pas du tout celui qu'on connaît aujourd'hui du jiu-jitsu brésilien. Ça reste du JJB, mais c'est plus du JJB de self-défense en fait. Mmh. Ils sont quasiment les seuls au monde à avoir une académie qui est focus que là-dessus, que sur l'aspect JJB brésilien. Donc ils ont quelques cours de grappling, mais la plupart du temps, c'est des cours de self-défense, c'est-à-dire le original Helio Gracie system. Le gars il Mmh. vient t'attraper par derrière, tu dois l'emmener au sol, le maîtriser, etc. Et c'est ça qui a été très intéressant. Et dans leur académie,
Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que tu avais des gens de vraiment divers horizons. C'est-à-dire que tu pouvais avoir des acteurs de cinéma, tu pouvais avoir des stars du showbiz, comme tu pouvais avoir des chirurgiens, comme des mecs qui travaillent, dans d'autres secteurs d'activité. Donc c'était vraiment très, très large. C'était quelque chose de gigantesque à l'époque. Je me rappelle, j'avais essayé 2-3 autres académies à Miami, c'était pas du tout la même ambiance, pas du tout la même, la même philosophie Mhm. du message qu'ils souhaitaient passer à travers leurs étudiants. Ouais, énorme. Donc, t'as vraiment vécu cette expérience en immersion là où t'as pu rester dans l'académie, y travailler, y être la plupart de ton temps. Et c'était Mm. vachement intéressant quand tu disais que la première impression que t'as eue, c'est qu'en fait, t'arrives dans un business. Ils ont une vision Ouais. entrepreneuriale euh, qui n'est pas celle de la France et du format associatif. Est-ce que c'est Mm. quelque chose, tu penses, toi, qui t'a éveillé cette fibre entrepreneuriale que tu as? Donc, pour rappeler aussi, toi, tu es le fondateur de Atom, Athletes on the Mat, qui est une marque d'équipement de jiu-jitsu brésilien, notamment de très jolis kimonos. Est-ce que tu penses que ça a éveillé un petit peu en toi ou tu l'avais déjà depuis longtemps? C'est venu comment ça, cette fibre entrepreneuriale chez toi? Bah écoute, c'est vrai que moi, à Gracie, j'ai eu cette opportunité de vivoter un peu, de vivre avec eux quasiment 1 an au sein de l'académie, donc c'était très, très instructif et ça m'a permis également de voir que, on peut structurer le jiu-jitsu brésilien en France. C'est-à-dire que, aujourd'hui, on ne c'est vrai que au sein de notre territoire français, on est plus basé sur le système associatif, c'est-à-dire je fais du sport à la fin de la journée. D'accord. C'est très Mhm, rare quand tu vas retrouver des académies où tu as des cours qui sont donnés le matin, le midi ou même l'après-midi. Il y a quelques académies au Cercle, à MK Team, à Infinity, je sais qu'ils ont ce système-là. Maintenant, nous, on est plus sur je travaille la journée et je m'entraîne le soir. Alors, j'ai rien contre ça, mais c'est vrai que si on veut franchir un cap, la prochaine étape, et je pense qu'on va y arriver, c'est-à-dire que l'objectif, c'est, je pense qu'on se dirige vers des clubs privés. En fait, mhm, je pense qu'on se dirige vers le modèle américain parce qu'il y a une vraie demande. Aujourd'hui, au sein de la CFJB, il me semble qu'il y a à peu près entre 15 et 20 000 licenciés. Il y a peut-être une dizaine d'années, on était 2000. Donc, c'est quand même assez un art martial qui est en pleine expansion et surtout, c'est assez facile, c'est-à-dire que les fans de MMA, ils regardent le MMA ou l'UFC, et ensuite, ils veulent essayer cet art martial ou ce sport, ils vont dans une cage, bon, ils voient qu'il y a les coups, etc. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils s'orientent naturellement vers le jiu-jitsu brésilien, qui est un art martial sans contact, en fait, sans coup. Donc, on peut mhm, pratiquer également quasiment les mêmes techniques qu'à l'UFC sans les coups. Et mhm. c'est pour ça qu'il y a un engouement, je pense, au sein du JJB, parce qu'en vrai, quand tu es pris dans une soumission, tu as juste à taper sur le tapis et ensuite tu recommences. Donc on est parfaitement en sécurité. Et je pense que c'est ce qui intéresse également les gens, c'est de savoir se défendre euh, sans éventuellement mettre un coup, parce qu'on est dans un pays où, effectivement, si je tape quelqu'un au sol ou si je lui envoie un coup de poing, bah, je vais devoir répondre de mes actes au sein du tribunal. L'intérêt du JB, c'est de pouvoir contrôler quelqu'un avec une clé, avec un étranglement, sans forcément avoir à lui casser le bras ou sans forcément avoir à, Mhm. à le faire tomber À le dans les blesser? pommes, Ouais, à le ouais. blesser. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant. Moi, ça m'a permis d'éveiller également ma, comment dire, mon envie de pouvoir de créer quelque chose. Et dans les années 2012-2013, avec un de mes associés qui s'appelle Patrick Lucien, on a réfléchi à créer cette marque qui s'appelle Athlete on the Mat. L'acronyme c'est Atom. Et ça fait à peu près une dizaine d'années qu'on est sur le marché du kimono en France. Donc principalement, on a monté un petit peu cette marque tous les deux, et ensuite on a eu quelques aléas, c'est-à-dire des personnes qui sont arrivées dans la boîte, qui l'ont quitté. Et aujourd'hui, on Mhm. est quatre avec Eno, qui est notre designer, qui est basé du côté de Nantes, et un autre ami qui s'appelle JB, qui est un petit peu le mentor, la tête pensante un petit peu Ok, en termes yes. d'investissement dans notre équipe. Donc voilà, on est quatre, mais principalement Ok, Athlete on the Mat. Quand vous nous contactez sur les réseaux ou par email, c'est souvent Patrick et moi qui ouais. répondent. Qui Ok, répondent. excellent. Et donc le designer qui lui s'occupe du design des kimonos, des équipements, des vêtements et tout ça. Comment? Le designer Eno, c'est donc lui qui s'occupe Ouais, exclusivement du design d'imaginer les kimonos, les vêtements, les équipements et tout ça.
Ouais, Eno, il Ouais. travaille beaucoup sur le design, sur les logos que vous allez retrouver sur nos rash guards, sur nos kimonos, toutes les petites broderies, et cetera. C'est lui qui va les créer Ouais. sous AI ou sous Photoshop. Yes. Et ensuite, Patrick et moi, on est principalement là pour mettre en place tous ces logos Mmh. et lancer les productions pour retrouver. Et vous Ouais. allez retrouver et tu vas retrouver en fait OK. dans un second temps ces articles-là sur notre site internet directement en Mmh. vente Ouais. par correspondance. C'est lui qui est à l'origine du kimono iconique, hein, en partenariat, tu sais, en référence à Laurence Cousin, parce qu'il est vraiment chouette. Il y a beaucoup de justement le design, les idées, la créativité qu'il y a derrière, j'ai trouvé énorme. C'est lui donc qui est derrière tout ça? Ouais, alors, généralement, quand on crée un kimono, on a une sorte de visio avec Patrick et Eno et OK. on cherche un petit peu, comment dire? Des thèmes qui nous intéressent, des panels de couleurs et à partir de là, on Mmh. met ça en place. Mais celui qui met vraiment sur le papier et qui nous envoie les planches, c'est Eno, en fait, qui Yes. est basé du côté OK. de Nantes, qui est un pratiquant aussi avec, Baptiste Landais de la Moka Team. Et Mmh. c'est lui qui met ça en place. Mais après, le choix des couleurs, le message qu'on veut passer, souvent, c'est Patrick, Eno et moi-même qui le Ouais. travaillons pour pouvoir Sous forme de sortir le truc. brainstorming, vous Exactement, ouais. imaginez sous forme de brainstorming, ouais. OK, OK. Comme ce qu'on est en train Et de faire là, c'est un peu la même chose. ouais, top. Moi, j'adore. Justement, en tant qu'entrepreneur, comment tu dirais que le jujitsu, il a influencé ou il a complété un peu cette démarche-là? Je sais pas, récemment, j'ai vu, justement un Gracie, Rainer Gracie, je crois, qui a sorti un livre qui s'appelle «Les 32 principes du jujitsu» et qui est appliqué justement à l'entrepreneuriat. J'ai pas pu me le procurer, mais j'ai écouté un podcast dans lequel il en parlait, c'était très intéressant. Justement, comment lui, le jujitsu, cet art martial et toute la complexité et l'aspect intellectuel qui est relié, l'a aidé dans ses démarches, en tant qu'entrepreneur. Comment toi, ça a influencé donc le jujitsu, la pratique a influencé ta démarche plus d'entreprise, de projet, de créativité comme ça? Ouais, écoute, c'est un super sujet. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rener Gracie, en fait, il baigne dans le JJB depuis qu'il est petit, hein. Il était même pas né. Je pense que toute sa famille, son père, Rorion, est déjà dans le Mmh mh. JJB depuis de Mmh. nombreuses années. Donc lui, c'était vraiment la suite logique qui s'oriente vers quelque chose un petit peu différent. Ce qui est fort, en fait, de la part des frères Gracie, c'est qu'ils ont réussi à créer un concept que personne n'avait vraiment réussi à créer. C'est-à-dire que tout le monde aujourd'hui enseigne le JJB, mais il n'y avait pas de vraie valeur ajoutée, tu vois. Et là, on se rend compte que, par exemple, les frères Gracie, aussi bien lui que Riron, son grand frère, euh, également on peut noter les frères Mendes, on peut noter tous ceux qui ont un petit peu révolutionné notre art martial, alors à leur niveau ou pas. Mendes, c'est très spectaculaire, c'est très jiu-jitsu sportif, c'est des Mmh. vidéos que je regarde énormément. Mais Rainer, ce qui est fort, c'est qu'il a su compléter avec un côté un petit peu business et accessible à tout le monde, parce que tout le monde ne peut pas faire forcément du berimbolo ou du crab ride. Et en fait, il Mmh. a réussi à passionner différentes personnes vers cet art martial. Alors, on adhère ou pas au Gracie University, mais force est de constater que c'est un système qui marche. Aujourd'hui, les gens, ils ont très peu de temps dans leur quotidien pour faire du sport, pour s'entraîner. Et c'est vrai que c'est un visionnaire pour moi. Après, le fait d'écrire un livre, le fait je ne l'ai pas lu tout comme toi le bouquin, mais en tout cas, je suis très curieux par ce qu'il a raconté parce que tous les principes du JJB, tu peux les retranscrire dans la vie de tous les jours en vrai. Dans ta vie de tous les jours, tu es soumis à du stress, tu es soumis à différentes questions. Si je vais à prendre des décisions, etc. Donc c'est vrai qu'on peut retrouver les concepts du tatami et du JJB brésilien dans notre vie au quotidien. Après, moi, comment dire, pour parler un petit peu de notre aventure athlète on the mat, ce qui était intéressant et ce qui m'a passionné, c'est on était un petit peu aux prémices dans les années 2010. Il n'y avait pas beaucoup de marques françaises qui faisaient du kimono. Il y avait même Decathlon n'en faisait pas encore. Donc tu vois, il y avait Mmh. Venom, il y avait d'autres, il y avait Boa, il y avait d'autres marques. Nous, on a su un petit peu implanter notre marque française
dans l'environnement, dans le jargon du JJB brésilien. Aujourd'hui, on est sponsor de grosses fédérations comme la CFJB qui est rattachée à France Judo, et on est fier de l'être et de participer à l'expansion de notre art martial au sein du territoire national. On essaye, un de nos projets dans les années à venir, c'est d'essayer d'atteindre l'Angleterre, les États-Unis. C'est pas facile. Ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui, Athlete on the Mat, c'est une partie de notre activité commerciale, c'est-à-dire que on fait pas ça à 100% dans Mhm. notre vie. Et Patrick, il a un travail, moi aussi, tous nos autres associés ont un travail, donc on essaie vraiment de faire vivre ça. Ça prend beaucoup de temps, c'est un petit peu, on peut le, comment dire, l'associer un petit peu au JJB. C'est pareil, c'est-à-dire j'ai ma journée de boulot de 9h à 17h, et le soir, et ben on traite les commandes, on fait des calls. Tard le soir souvent, on essaie de créer quelque chose, on essaie d'apporter une vraie valeur ajoutée, comme Rainer peut le faire avec son livre, dans l'environnement et dans le monde du JB, parce qu'en vrai, c'est ce qui va rester après. C'est Mhm. ce qu'on aime, ça a toujours été notre philosophie, ça a toujours été d'apporter quelque chose de nouveau, d'apporter des designs un petit peu révolutionnaires, d'apporter des kimonos de qualité pour que nos pratiquants puissent faire du JJB en athlète on the mat. Ça a toujours été un peu Yes. notre vision des choses. Yes, cool, cool. Si on en revient un petit peu à la préparation mentale. Toi, dans ton aventure dans le jiu-jitsu brésilien, c'est plus de 20 ans maintenant, comme tu le dis, quels sont les principaux défis mentaux auxquels tu as été confronté en pratiquant le jiu-jitsu brésilien et surtout comment tu les as surmontés, quoi? Bien sûr. Alors je vais te parler un petit peu de deux expériences que j'ai pu avoir. La première, c'est la compétition comme tout le monde. Je suis face à un adversaire. Comment est-ce que je réagis avec le stress, l'adrénaline, les gens qui me regardent, la pression de la victoire ou de la défaite. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, ça s'apprend sur le terrain. Alors maintenant, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de préparateurs mentaux qui permettent de faire face à cette situation. Mais moi, ça a été une catastrophe lors de mes premières compétitions. J'ai jamais été si tu veux, un champion. J'ai jamais été champion du monde, etc. J'ai gagné quelques trucs, mais rien de bien insignifiant, tu vois. J'ai Mmh. gagné quelques compétitions. Maintenant, ce qui est important comment dire, dans ce que dans ce que ça m'a apporté au quotidien, c'est que ça m'a permis de mieux me connaître moi-même, de comment est-ce que je prépare ma compétition, comment est-ce que je m'évade dans dans le stade avant de combattre mon adversaire, mon partenaire. Souvent, c'est un ami, hein, c'est souvent un mec qu'on connaît parce que le milieu du Mmh. JB, c'est petit, surtout en ceinture noire. Et à chaque fois, tu te retrouves avec 8-10 mecs dans ta KT, c'est quasiment tous des potes, hein. Mmh. Donc, c'est vrai que c'est particulier aussi de combattre contre des potes. Moi, ce que j'ai noté sur cette expérience, c'est que quand j'arrive dans le stade, souvent, je suis catalogué athlète on the mat, donc j'ai beaucoup, si tu veux, de distractions extérieures qui viennent me puiser de l'énergie. Salut Mmh. Steph, j'ai commandé, j'ai pas reçu. Salut Steph, Mmh. super le kimono, etc. Donc Les gars, souvent, laissez Steph tranquille en compétition, mince! souvent, je mets mon casque. Je calcule pas trop de monde avant ma compétition. J'essaye de m'évader et Mmh. puis je me concentre sur mon objectif. C'est un peu ce que moi ça m'a appris. J'ai pu faire des erreurs auparavant, c'est-à-dire que j'arrivais, je saluais un petit peu tout le monde et puis après, sur le tatami, je donnais pas forcément le meilleur de moi-même ou j'arrivais pas forcément à ressortir mes techniques ou mes scénarios que j'avais imaginés à l'entraînement. Donc ça m'a appris que lorsqu'on est fortement soumis à un stress extérieur, pour moi, pour ma personne, j'aime bien m'échapper, mettre mon casque, essayer de penser à autre chose pour me concentrer sur mon objectif qui est de gagner le combat, comme mon Mmh. adversaire. Mais moi, j'ai besoin de ça. Après, ça a été une des leçons que j'ai pu tirer de la compétition. Et ma deuxième expérience, c'est que, si tu veux, j'ai été, entre guillemets, gravement blessé. J'ai eu 3 opérations ces 4 dernières années. J'ai eu ligament croisé, j'ai eu les 2 poignets que j'ai rompus, j'ai eu 3 ruptures de ligaments, en fait, au poignet gauche, au En poignet faisant du droit. JJB? Ouais, ça a été l'usure OK. principalement du JB. Mmh mh. Après, Mmh. je vais pas apprendre quelque chose à mes collègues ou aux autres pratiquants, mais c'est assez destructeur quand même le JB. Mmh. Et si tu veux, ce que ça m'a appris durant cette période,
c'est de prendre sur moi-même et de croire en mon traitement, c'est-à-dire de croire au thérapeute qui me suivait, de croire en mon jiu-jitsu, de croire si tu veux, au temps qui m'était accordé pour pouvoir mieux me soigner et pour pouvoir revenir derrière. J'ai été opéré en 2019 du ligament croisé, 2021 de mon premier poignet et 2019 également de mon premier poignet 2019, 2021 de mon deuxième poignet. Et si tu veux, je suis revenu encore plus fort. Donc tous les mecs qui sont blessés actuellement, prenez votre temps en patience, prenez votre mal en patience, vous allez revenir plus fort. Il n'y a pas de raison. Tu sais, quand j'ai eu mon ligament croisé, j'ai contacté Guy Valente, qui était le frère de Pedro. Je lui ai dit, ouais, j'ai tordu mon ACL. Je lui ai dit, c'est la fin du monde, tu te rends pas compte. Tous les jours, je faisais du JB. Quand j'ai pété mon ligament croisé, je lui disais, je vais plus pouvoir en faire. Mais qu'est-ce que je vais faire? Et, Guy il m'a sorti une phrase qui m'a beaucoup marqué en fait, parce que la preuve, je t'en parle encore aujourd'hui. Il m'a dit, tu sais, Renzo Grassi, il a pété son ligament croisé, et tu sais quoi, il est revenu encore plus fort. Et moi, j'y croyais pas. Je me disais, ouais, mais lui, c'est Renzo. Il a toute une armée de personnes qui s'occupent de lui. Moi, je suis Stéphane Henkin, je suis personne dans le jiu-jitsu. Et en fait, ce qui était super intéressant, c'est que cette phrase-là, ça a marché aussi pour moi. Ça a marché aussi pour Stéphane Henkin, qui est une personne lambda dans le JJB. C'est que euh, plus vous êtes focus sur votre objectif de revenir dans votre passion, c'est-à-dire au JJB, plus j'étais focus là-dedans, plus ça m'a aidé si tu veux, de cross-train avec d'autres activités. Avant, je faisais très très peu de préparation physique. Avant, je faisais très très peu de yoga. Avant, je faisais très très peu de méditation. Et en fait, c'est ce qui m'a permis, pendant ce temps libre, le temps où j'étais en train de soigner ma jambe ou mes poignets, ça m'a permis de me consacrer à autre chose et de compléter mon activité de jiu-jitsu brésilien par quelque chose qui fait aujourd'hui partie de ma vie, c'est-à-dire la prépa physique, l'assouplissement, les étirements, etc. Alors qu'avant, je faisais pas trop ça. Et généralement, tous les acteurs du JJB brésilien, ils sont plus focus que sur le JJB et pas sur tout ce qu'il y a à côté. Euh, Mhm. Tu vois, encore une petite anecdote. La dernière fois, j'écoutais un podcast de Kenan. Il disait Kenan, il a à peu près 4 sessions de JJB par semaine et 5 de prépa physique. Tu vois, donc ça veut dire que ces mecs-là, ils ont à peu près 10-12 entraînements. La moitié, c'est prépa physique, la moitié, c'est pliométrie, la moitié, c'est peut-être prépa mentale, et l'autre moitié, c'est le JJB. C'est pas 100% de JJB. Sinon, bah, le jour où ça s'arrête, le JJB, bah, t'as plus rien. Le jour Mhm. où tu es blessé, bah, on fait quoi? Donc c'est important, et on y vient très rapidement, hein. Tous les mecs qui sont à haut niveau aujourd'hui, que ce soit Tainan, etc., quand tu regardes leur quotidien, ils ont de la prépa physique, ils ont un kiné, ils ont un ostéo, ils ont un prépa mental, ils ont un prépa physique, ils ont un médecin, ils ont un docteur, ils ont un nutritionniste. Donc tout ça, ça s'est Mhm. un petit peu goupillé, et ils ont un petit peu vadrouillé autour pour pouvoir créer un environnement très professionnel. Et je pense que naturellement, dans le jiu-jitsu brésilien, on va y arriver aussi. Mhm. Ouais, merci, c'est super ce que tu partages parce qu'on voit à quel point les défis que tu as su surmonter, déjà, tu as cru en ta capacité à pouvoir les surmonter et on voit à quel point ça t'a rendu plus fort finalement et comment tu as tiré profit de cette crise, de ce défi, de cette difficulté pour en sortir meilleur, grandi, plus fort, comme on veut en fait. Donc c'est vraiment, vraiment chouette, vraiment intéressant. Le yoga, la méditation, je rebondis là-dessus. Donc, tu découvres ça pendant tes périodes de blessure ou c'est quelque chose que tu avais un Ouais. peu exploré avant? Non, je regardais un petit peu comme tout le monde, tu sais, tout le monde regarde un peu sur internet, yoga for BJJ, tu tapes quelques mouvements et Ouais. tout, mais en fait, Toi qui étais proche, en fait, je voulais, pour aller au bout de ma pensée, toi qui étais proche des Gracie et tout ça, l'aspect yoga, méditation, mental, c'est quand même quelque chose qu'ils avaient mis au cœur de leur pratique, non? ouais, alors il y a jamais eu, si tu veux, au sein de Valente Brothers ou Gracie Miami, il y a jamais eu de cours de méditation, il y a jamais eu Ouais. d'étirement. C'est juste qu'eux, Mhm. ils ont un lifestyle qui est très très spécifique. C'est-à-dire Ouais. que c'est très contraignant pour nous Français. C'est-à-dire que déjà ils suivent un Gracie diet, donc quand tu vas au Mhm. restaurant, tu peux pas mixer les frites avec le pain, etc. Donc Mhm. c'est assez contraignant si t'es pas ouvert à ça. C'est-à-dire Ouais. exemple, bah tu vas à un barbecue où
tu invité chez quelqu'un, tu vois, ils sélectionnent tout ce qu'ils mangent, et cetera. Tout ce qu'ils font, ça doit être toujours dans Mhm. un jiu-jitsu mindset. Et Mhm. c'est vrai que si tu es à l'extérieur, tu essaies d'expliquer ça à quelqu'un qui fait pas de jiu-jitsu, il te prend un petit peu pour un taré, hein. Il va te dire: Ouais. «Mais je comprends Mhm. pas», tu vois? Je me rappelle, on allait en soirée, pour nous, soirée, ça veut dire alcool, ça veut dire, on fait la fête. Eux, ils boivent de l'eau, tu vois? Mhm. C'est très différent et en fait, le fait que tu sois, comme on dit en anglais, surrounded par ces personnes-là, le fait que tu sois entouré par ces personnes-là, toi, tu deviens un petit peu comme eux. Tu sais, j'en Mhm. parlais la dernière fois avec un pote, on est la moyenne de ses 5 meilleurs amis. Donc si toute la journée, tu es avec des mecs qui boivent que de l'eau et qui mangent que des carottes et qui mixent, certains aliments, bah, au fur et à mesure, tu commences à devenir comme eux. Bien Tu vois? sûr. C'est-à-dire que Mhm. tu commences à faire attention à ce que tu fais et c'est totalement différent. Si tu es, toute ta journée avec, 5 personnes qui fument, 5 paquets de cigarettes par jour ou qui boivent 5 bouteilles de whisky, forcément tu vas être attiré, tu vas être un petit peu On est le produit comme de on le notre connaît. environnement, hein, tout simplement. Ouais, exactement, ouais, Hein. ça dépend de tes objectifs. Moi, j'ai rien contre ça, je suis pas dans le jugement ou dans Mhm. tout ça. Je constate juste que si tu si tu es avec ces personnes, en fait, moi, je me rappelle que pendant les 1 an où j'étais en immersion, entre guillemets, au sein de Gracie Miami, et ben, c'est des 1 an dont je me rappellerai, c'est des 1 an dont je me rappellerai toute ma vie. J'ai en mémoire des sessions avec eux, alors que j'étais ceinture blanche. J'ai eu ma ceinture bleue assez rapidement, et si tu veux, c'était extraordinaire, quoi. J'arrivais à 8 heures du matin à l'académie, il y avait des cours, on s'occupait des enfants, je faisais l'accueil, je passais le balai. C'était extraordinaire cette période. Alors je gagnais pas forcément très très bien ma vie, mais finalement les mecs qui font du jiu-jitsu, c'est pas trop ce qu'ils recherchent. Ils recherchent de quoi vivre correctement, Mhm. bien Mhm. évidemment payer ses factures, etc. Mais ils cherchent pas à être milliardaires. Tu Mhm. vois, c'est pas un, si tu veux, l'argent, ça a toujours été, entre guillemets, un, on en a besoin, tu en as besoin, j'en ai besoin pour pouvoir subvenir aux besoins de notre famille, mais ça n'a jamais été l'objectif numéro un chez Pedro. L'objectif numéro un, ça a été de former quelqu'un pour, si jamais il est confronté à une situation d'agression, pour pouvoir se défendre et répondre de la meilleure façon à son assaillant. Ça a toujours été Yes. ça son objectif, Mhm. et Mhm. je pense que il faut que ça reste comme ça en fait. Ouais. Le JJB, ce sera jamais le foot. Tu vois, ce sera Mhm. jamais l'environnement du foot où tu as des transferts à des millions d'euros, tu as des clubs qui valent des milliards de dollars. Ça a jamais été comme ça, je pense. Et tous les mecs Mhm. qui vivotent là-dedans ou qui ont des académies, ils sont toujours à la recherche d'un bien-être. Et le but, en vrai, c'est de faire du JJB toute sa vie, hein. Mhm. C'est d'aller jusqu'au bout et de pouvoir en faire. Donc, Yes. Pour revenir juste du coup voilà. au yoga et à la méditation, donc comment tu découvres ça? À quel moment? Eh ben, écoute, moi, quand j'ai été blessé, je me suis fait opérer en juillet 2019 de mon poignet et en septembre 2019 de mon ligament croisé. Dans mon «malheur» entre guillemets, si on peut appeler ça un malheur, moi j'appelle plutôt ça une épreuve de la vie. J'ai pu Mhm. aller au sein du CERS à Cap-Breton, qui est un gros établissement en bord de mer, dans le Pays basque, qui est un Dans les gros Landes. établissement en fait de rééducation, physique, Mhm. réservé un petit peu à des athlètes ou à des bons sportifs. Moi, j'ai eu cette opportunité-là d'y aller pour 2 séjours et pendant ces 2 séjours-là, en fait, j'ai été souvent confronté à pas mal de thérapeutes. Alors ça pouvait être des psychologues, ça pouvait être également des kinés, des ostéos et il y avait des cours de enfin, c'est pas qu'il y avait des cours, c'est il y avait, des assouplissements, il y avait du yoga et j'ai commencé à m'y intéresser. J'ai commencé à Mhm. pratiquer, j'ai commencé à faire ça je me rappelle qu'en chaque fin de journée et souvent le samedi matin, on avait des formes de yoga. Alors, ça a été intéressant parce que si tu veux, moi j'étais bloqué au sein du JB, donc je pouvais pas en faire avec pour tous ceux qui ont le ligament croisé, vous savez tous que, enfin tu le sais certainement, mais c'est une grosse épreuve. Pendant 6 mois, on est quasiment à l'arrêt. Il faut remuscler le genou, surtout que moi j'ai eu une opération qu'on appelle DIDT, dans lequel on est venu prendre un morceau de mon ischio pour le recoller au sein des deux faisceaux de Mhm. ligaments qui étaient rompus. Donc ça prend du temps, il faut que la greffe prenne, etc. Donc on est un peu à l'arrêt au sein du JB et j'ai pu, à travers ces périodes ce laps de temps, me concentrer sur tout un tas d'autres choses
pour prendre soin de mon corps, pour pouvoir le préparer à revenir le plus vite possible et dans les meilleures conditions. C'était vraiment ça mon objectif. Après, ce qui est intéressant avec le yoga, c'est que tu prends sur toi-même. Le JB, c'est un sport de contact où on te demande de passer des gardes, de défendre, de sweeper, de prendre le dos, de mettre des clés de bras. Dans le yoga, on est un petit peu dans un environnement où on va chercher au fond de soi-même un bien-être naturel qu'on va certainement retrouver avec cette expression, avec différentes expressions au sein au sein du yoga. Et c'est ce qui m'a surtout intéressé, c'est de prendre du temps pour moi, pour essayer de comprendre mon corps, comment il fonctionnait. Et c'est pour ça que j'ai également beaucoup en parallèle, je me suis également beaucoup intéressé en parallèle à la préparation physique, à savoir comment marchait mon corps, qu'est-ce qui allait pouvoir le rendre meilleur et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse à l'âge de 38 ans pour essayer de durer le plus longtemps possible au sein du JJB. Parce que en vrai, dans notre vie au quotidien, on est soumis à énormément de stress. C'est un petit peu la vie de tous les jours. Hein. Tu prends ta voiture aujourd'hui, un mec il tourne sans mettre son clignotant, tout de suite on a des klaxons, on a des remontrances, on a des noms d'oiseaux qui partent. Et l'idée c'est de rester calme et de croire en soi-même. Tu vois, l'idée on va pas Ça, descendre à c'est la chaque fois. région parisienne, ça. Hein. Ça, c'est la Ouais, région parisienne. je pense que c'est un peu partout pareil. Hein, Non, je mais plaisante. voilà, Ouais, ouais. il faut essayer de vivre. Dans le meilleur des mondes, j'ai envie de dire, mais Ouais, ouais. c'est moi ce qui m'intéresse, c'est Hmm. de j'étais à un âge, tu vois, où dans les 38-40 ans, où tu essayes de faire un maximum de choses parce que tu te dis, voilà, tu es presque à la moitié de ta vie, il te reste à peu près 40 ans, on vit à peu près 80 ans en France, 80-85 ans pour les hommes, et tu te dis, qu'est-ce que je vais pouvoir faire des 40 années qui me restent, sachant que mon corps, eh ben, tu vois, on le sait, biologiquement, il va un petit peu, je vais avoir moins de force, je vais être plus âgé, etc. L'idée, c'est de retarder au maximum cette dégénérescence Mhm. du corps humain. Donc, comment est-ce que je Yes. peux faire pour le retarder? C'est pratiquer du sport, faire du JJB, prendre soin de mon corps, le renforcer, le muscler, méditer, assouplir, étirer. Hmm. C'est un petit peu tout ça Ok. qui m'a intéressé et je pense que c'est également beaucoup dans la tête. Tu sais, comme on dit, les quarantenaires, c'est les nouveaux trentenaires. C'est-à-dire que, tu vois, pour moi, dans ma tête, j'ai 20 ans, j'ai pas 40 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est bon, ça. Et donc, le yoga, si je comprends bien, c'est vraiment une pratique très personnelle qui t'a permis d'être plus en contact avec l'intérieur, un peu avec ce que tu ressentais, qui tu étais, ce que tu voulais, et comment tu pouvais fonctionner de l'intérieur, quoi. Ouais, en tout cas, je m'y intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a Hmm. vraiment des liens, comme on peut avoir des liens entre le surf et le JJB. Je pense qu'il y a beaucoup de liens entre le yoga et le JJB, c'est-à-dire rester calme dans une situation de stress, essayer de trouver du confort dans de l'inconfort. C'est une phrase Mhm. que je ressors souvent à des élèves. C'est quand je suis monté par quelqu'un, quelqu'un me prend la position montée, et si je m'excite trop vite, je suis vulnérable par rapport aux clés de bras, ou si je m'excite trop vite, bah, je peux donner plus facilement mon dos. L'idée, c'est de trouver du confort dans de l'inconfort. Quelqu'un monte sur moi, qu'est-ce que je vais proposer à mon partenaire pour pouvoir sortir de la situation? Ok, même s'il m'a Mhm. pris entre guillemets 4 points en compétition, euh, qu'est-ce que je vais proposer pour pouvoir sortir de la situation? Pire encore, si je suis dans la rue et que je suis monté par quelqu'un, quelle va être ma réaction si on est tous les deux dans une ruelle sombre et qu'il n'y a personne pour venir m'aider? Est-ce que je vais Mhm. exploser et commencer à m'énerver pour rendre mes bras disponibles ou pour me faire étrangler? Ou est-ce que je vais garder mes mains près de ma tête, essayer de laisser passer l'orage pour pouvoir essayer de l'engouster, essayer de reprendre une jambe et sortir de la situation? C'est un petit peu ce qu'on va retrouver dans la philosophie du yoga, c'est-à-dire tu vois, relax. Ouais, bien sûr, et Et, trouver de l'inconfort, du confort dans l'inconfort aussi, parce que les asanas, donc les postures qu'on pratique parfois, peuvent être assez intenses et mettre le corps à rude épreuve. Et c'est comment j'arrive à ouais, trouver un peu de confort là-dedans, quoi.
Ouais, c'est complètement. ça. Bah, tu m'as l'air de bien connaître également, mais c'est vrai qu'il y a certaines positions où bah, tu es en stress et tu envoies un stress à ton corps et savoir comment y répondre, comment, voilà, comment aller chercher au fond de toi-même pour pouvoir, euh, pour pouvoir trouver on recherche tous un petit peu, tu sais, ce bien-être, cette fraction de seconde où tu te dis, tu sais, je suis bien. Mhm, Tu vois ce que je mhm. veux dire? Je sais pas si Je ça te vois. le fait des Hein. fois quand tu tournes, pas tous les jours, mais tu as certains jours où tu dis c'est vraiment the right place to be, tu vois? C'est vraiment l'endroit où, bah, tu sais, sur le tatami, des fois, tu vas retrouver des avocats, des fois, tu vas retrouver des mecs qui travaillent à la ville, des fois, tu vas retrouver des mecs qui ont pas de boulot, des fois, tu vas retrouver des acteurs de cinéma, des fois, tu vas retrouver des gars qui sont Des techniciens de militaires. maintenance, des militaires. Et en fait, ce qui est intéressant, que toutes ces personnes-là, en fait, ils se côtoient et que tout le monde recherche un peu la même chose. Peu importe tes origines, peu importe ce que tu fais dans la vie, tout le monde recherche un petit peu un bien-être qu'on retrouve, Mhm, nous, pratiquants de JB, au sein des tatamis. Euh, si tu veux, c'est quelque chose qui est enfin, moi, par exemple, c'est quelque chose que je recherche souvent, d'être dans la bonne humeur. Par exemple, je te dis une bêtise, la dernière fois, il y a un ceinture violette qui me fait taper, tu vois, je tape, tout de suite, je me retourne et je lui dis, comment est-ce que tu as fait le mouvement? Est-ce que tu peux me montrer le truc? Et tu vois, c'est cette curiosité, cet échange qu'on peut avoir avec ses collègues qui est super intéressant. La, le seul moment où ça peut être un danger, c'est quand il y a de l'ego. C'est-à-dire que mhm, quand, par exemple, je te prends un exemple, une ceinture violette me fait taper, si moi je suis dans l'ego, c'est-à-dire que je me retourne, je lui check dans la main et je lui re-rentre dedans, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne image ni la bonne philosophie à avoir. Ça arrive à tout le monde de taper. Et l'intérêt, c'est que ça va peut-être paraître un peu bizarre ce que je vais dire, mais plus tu tapes, plus tu apprends, tu vois. Et souvent, on dit mhm, ça un peu de façon nonchalante, mais le JB, c'est assez cérébral. C'est-à-dire que tu rentres chez toi, tu te dis putain, comment est-ce qu'il m'a mis ça? Je me suis pris la mhm, clé de bras, j'ai du mal à dormir parce que tu te refais le film et on est tous comme ça. Mais moi, si tu veux, plus j'avance dans l'âge, plus je me dis c'est normal entre guillemets, et plus je vais essayer de chercher des réponses à cette situation. C'est-à-dire, mhm, tiens, comment est-ce que tu as fait? Comment est-ce que tu as placé ton truc? Et si je fais ça, quelle serait ta réaction? Qu'est-ce que tu vas me proposer? Et je pense que le JB, il faut le prendre comme un échange entre deux personnes et non pas comment dire, comme une guerre un d'ego. combat. C'est un peu Mhm, comme, ouais, c'est un peu comme au tennis, tu vois, Roger Federer ou Rafael Nadal ou Djokovic, ils gagnent pas toutes les balles. Il y a un moment, ils se prennent des smatchs dans la tête ou ils se prennent des petits amortis et c'est pas mhm, pour ça qu'ils mhm. vont rentrer chez eux et se dire oh, putain, je me suis pris un amorti, qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû. Tu vois ce que je veux dire? Donc Yes. il faut le prendre comme un échange, même en compétition. Hein, je me rappelle avoir perdu des matchs, ben, il y a pas longtemps, là, en avril 2023, je perds contre Samuel Petit en finale au CFJB Nogi. Il met une clé de genou. Je me rappelle, à la sortie du tapis, je vais voir Sam, je lui dis eh, remontre-moi comment tu l'as fait. Et en fait, on était tous les deux sur le béton en train de se mettre une clé de genou alors que le combat il est fini. Et tu vois, c'était marrant parce que en fait, il y a une notion en fait de rivalité et d'opposition quand on est en compète, mais quand le match il s'arrête, tu vas revoir ton pote et tu lui dis eh, remonte-moi comment t'as fait ça et tout. Et après, on est parti sur un truc où limite on était là ouais. Vas-y, regarde, tu peux repartir de là à là, et on était sur le béton pendant qu'il y avait d'autres mecs qui combattaient. Et en fait, c'est ça qu'il faut mettre en valeur et non pas bah, Samuel Petit a battu Stéphane Henquin ou Stéphane Henquin a battu XX personnes, parce qu'en vrai, à l'instant T, tout le monde s'en rappelle, mais 3 jours après, tout le monde s'en fout en fait de qui a fait taper qui ou qui a battu qui. Tu vois ce que je Yes. veux dire? Ouais, très C'est juste. qu'une question d'ego. Mhm, C'est tous les mecs qui sont focalisés sur l'ego. Alors certes, c'est bien de jamais taper, etc. Mais moi, j'y crois pas. Je pense qu'il y a toujours plus fort que soi. Et pour progresser, t'as besoin des autres, t'as besoin de taper, t'as besoin de faire des expériences. Et c'est un petit peu ça la vie. Ça veut pas dire que t'es quelqu'un de moins fort ou de plus fort. C'est juste que tu t'intéresses à l'art. Et et pour moi, quelqu'un qui est sur 8 défaites consécutives, je te dis un exemple, en compétition, ça veut pas dire que
pour moi, il est nul. Ça veut juste dire qu'il fait ses expériences et puis ça se trouve au neuvième match, et ben, il va avoir un déclic et il va pouvoir se projeter vers une victoire. Mais Ouais. il faut pas prendre la victoire comme la finalité. Moi, je considère que en compétition, par exemple, parce que la compétition, c'est la forme la plus qui se rapproche le plus entre guillemets d'un combat dans la rue. En compétition, tu as un arbitre qui t'arrête. Mais si tu veux, on va ressentir un peu le même stress ou le même adrénaline si jamais tu es confronté à une situation physique d'agression dans la rue, sauf qu'il n'y a pas d'arbitre. Mais ce qui est important pour moi, c'est comment est-ce que tu vas te projeter et comment est-ce que tu vas sortir tes moves dans une situation de stress. Et c'est souvent ce que moi je recherche avec plus ou moins de succès. Comment est-ce que je vais réagir si jamais quelqu'un vient m'agresser? Comment est-ce que je vais réussir à sortir de la situation? Comment est-ce que je vais réussir à combiner des moves pour pouvoir passer mon adversaire ou pour pouvoir sweeper ou pour pouvoir défendre ma garde ou pour pouvoir sortir d'une position du dos? En fait, c'est quelle va être ma réaction? C'est souvent ce que je recherche au-delà de la victoire ou de la défaite. Bien sûr, c'est important de gagner. Bien sûr, j'ai envie de gagner comme tout le monde. Mais si tu veux, si je perds avec la manière, je suis pas déçu. Moi, si je perds et que j'ai pas mis la manière, là, je suis un peu déçu de moi. Mais si sur le combat, j'ai réussi à tout donner et à vraiment aller au maximum de mes capacités, mais je perds le match, ça me dérange pas trop en fait, parce que mon Mhm. adversaire, il était meilleur que moi et j'ai su me débrouiller et malheureusement, bah, j'ai perdu et c'est comme ça. Et si tu veux, je suis pas trop focalisé sur la finalité du combat. C'est très Et juste, très juste. C'est un très bon rappel ce que tu fais. Moi, je rajouterais que justement, comme tu dis, celui qui a peut-être perdu 8 fois d'affilée en compétition, bah déjà, c'est celui qui est allé en compétition. Tu vois? Le, la- le seul moyen d'être sûr de ne pas être confronté à l'échec dans sa vie, c'est de ne pas passer à l'action. C'est de ne rien faire. exactement, Mais très est-ce que bien c'est dit. pas ça le plus gros échec finalement? C'est de ne rien faire, tu vois? Souvent, moi, ça m'arrive aussi. Parfois, tu as du mal à passer à l'action parce que tu te dis, je vais me planter, je vais faire mal. Mais en fait, tu te rends compte que le plus gros échec, c'est de rester et là et de ne pas avoir bougé, de n'avoir rien fait. Plus que d'avoir fait un truc qui peut-être était un peu médiocre ou un peu moyen, parce que c'est normal. La première fois que tu fais des trucs, ça va être un peu nul et après tu vas progresser. Ouais, mais c'est exactement ça en fait. Euh, Tous les bons conseillers, entre guillemets, sont les mauvais payeurs. Quand tu as compris ça, en fait, tu as tout compris. C'est-à-dire que la plupart des mecs qui parlent, c'est des mecs qui sont derrière les balustrades et ils sont pas sur le tapis avec toi. En fait, sur le tapis, déjà, le mec qui monte sur le tapis, aussi bien sur un tatami que sur un ring de boxe, c'est quelqu'un qui a envie de se challenger et ça, c'est respectable. Qui gagne ou Mhm. qui perde, qui se prenne une clé de bras en 20 secondes ou qui passe la garde à 2 secondes de la fin, c'est respectable. Si tu veux, alors bien sûr, l'objectif, comme on l'a dit, c'est d'essayer de gagner les matchs parce que entre guillemets, voilà, on a la main levée par l'arbitre et c'est une satisfaction personnelle. Mais encore une fois, pour ce que moi je recherche, c'est pas vraiment la finalité totale. Pour moi, la finalité, c'est d'essayer de voir comment est-ce que je vais réagir dans une situation de stress. Mhm. Et, et Complètement. aujourd'hui, euh, je pense pas qu'il faut se soucier de ce que les autres vont penser de toi ou de ce qu'ils vont faire parce que sinon en vrai tu fais rien. En vrai tu Mhm. fais rien. Si tu penses que Zidane il se prend pas de petits ponts à l'entraînement, c'est faux. Zidane il s'en prend comme tout le monde des petits ponts. Par contre quand il est en match, c'est pas pareil, tu vois. Et c'est pour ça il faut pas. Après j'y connais rien. Je sais pas si c'est pris des petits ponts. Si jamais Zidane il nous entend, je sais pas du tout si s'il s'en est pris et je pense pas d'ailleurs puisque c'était le meilleur joueur du monde. Mais enfin tu m'as compris, c'est-à-dire que ce qui est surtout important, c'est de sortir de cette zone de confort auquel on est confronté. Moi, tu sais, ma pire hantise, tu veux que je te dise, c'est quoi? C'est Mhm. d'arriver à 65 ans et de me regarder dans la glace et de me dire, je l'ai pas fait. C'est ça un peu ma plus grande hantise. J'ai pour objectif de gravir le Mont Blanc. J'ai eu 2 échecs dans ma vie et j'espère que j'aurai l'opportunité d'y aller une troisième fois. Et si c'est encore un échec, bah, j'essaierai d'y aller une quatrième fois. Mais il y a plein de paramètres qui font que bah, des fois l'ascension du Mont Blanc elle est compromise. Il y a que 40% des gens qui entreprennent l'ascension du Mont Blanc qui y arrivent.
Donc, si tu es dans les 6 sur 10, la météo, elle est pas bonne, tu as du mal à t'acclimater à l'altitude, bah, tu vas pas monter. Et Mhm. moi, j'ai eu l'opportunité d'y aller 2 fois et c'est pas pour ça que que je n'y retournerai pas. Mais je me suis fixé ça dans ma tête et comme je peux le faire pour des trails ou des triathlons, la dernière fois, j'ai couru 78 kilomètres. Alors c'est rien pour un trailer, mais si tu veux, ce qui est important, c'est que j'ai pas lorsque je me suis lancé dans ce truc-là au mois d'août, de faire l'UTDS en Belgique, j'avais pas couru plus de 7 kilomètres par entraînement. Donc tu vois, je suis allé vraiment au fond de moi-même pour voir jusqu'à Mhm. où mon corps il pouvait aller. Et je me rappelle au 40e, je suis avec un pote, j'ai des ampoules partout dans les pieds, je me suis arrêté une demi-heure au ravito, on a changé mes chaussettes, j'ai demandé à une nana de la Croix-Rouge de venir pour regarder mes pieds, elle m'a dit tu finiras jamais la course. Quand elle m'a dit ça, j'ai regardé mon pote, je lui ai dit je vais finir. Et en fait, j'ai remis des chaussettes, on a un sac de rechange et on est reparti, tu vois. Et en fait, ton corps, il est capable de faire des choses extraordinaires. Et je pense que la Mhm. plupart des humains, ils le savent pas ou ils ne s'en rendent pas compte, mais ton corps, il est capable de faire des choses Ouais. extraordinaires, aussi bien dans le sport que dans la vie de tous les jours. Vraiment, hein, tu es capable de faire. Mhm. Mhm. Si moi, j'ai réussi à courir 78 kilomètres, je pense que Mhm. quelqu'un d'entraîné peut le faire aussi. Et c'est ça qui est important à un moment. Moi, si tu veux, je veux pas vivre avec des regrets. Je veux pas arriver à l'âge de 60-65 ans et me dire j'ai pas pu aller au Mont Blanc, je l'ai pas fait. Donc je vais tout Mhm. faire pour le faire. Et Ouais. je pense que Mhm. même si j'ai 42 ans, le temps entre guillemets, bah, il est pas du bon côté pour moi, mais il faut essayer. C'est pareil en compétition. Souvent, j'ai des élèves qui viennent et je leur dis faites une ou deux compétitions histoire de vous challenger. C'est des mecs qui ont un rythme de vie intense, qui sont assez bookés. Et le fait, en fait, de faire, comment dire, le fait de se challenger, ça te permet de sortir de cette zone de confort du quotidien dans lequel bah, tu reçois ton petit salaire, tu es chez toi et j'ai rien contre ça. Mais à un moment, c'est bien de se challenger un petit peu. Tu vois, de Mhm. sortir de tout ça, de se dire bon, je me mets C'est un peu en clair. danger et j'essaie de Mhm. voir jusqu'à où est-ce que je Ouais. peux aller. Surtout si tu en ressens l'envie et que tu pas, il faut s'autoriser. Moi, j'aime beaucoup cette discussion qu'on a là, Stéphane, Ouais, tu vois? Il faut s'autoriser, il faut oser parce que, encore une fois, en restant figé, alors que tu as cette envie, ce désir d'aller chercher quelque chose, eh ben, c'est là que tu es vraiment en échec. Et donc ouais, accepter que l'échec il fait partie du processus, ça fait partie du jeu. C'est même comme ça qu'on apprend, c'est l'apprentissage par essai-erreur. C'est mais en tout cas, ceux qui osent ont beaucoup plus de succès en général dans leur initiative parce que, ils ont accepté que, OK, ils vont se planter, ils vont se planter, ils vont se planter et de toute façon, c'est ils auront osé, ils seront autorisés à avancer et à tester de nouvelles choses, à sortir de leur zone de confort comme ça. Si tu atteins pas finalement ton objectif, c'est pas non plus si grave parce que tu as appris beaucoup de cette expérience. Tu te sentiras plus fort et plus confiant parce que tu auras osé, tu te seras autorisé à tenter, tu vois? Et si il faudra retenter un autre projet une prochaine fois, eh ben, tu pourras le faire aussi. ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu veux, l'argent vient et part. Si tu veux, tu travailles, bah, tu as de l'argent, tu travailles pas, t'en as pas. Mais comment dire, la seule chose qui ne revient pas, c'est le temps. C'est-à-dire que bah, le temps, comme je te l'ai dit, à 65 ans, bah, j'ai peut-être plus l'envie, la force de faire ce que j'avais envie de faire à 20 ans ou à 40 ans. Donc Mmh. c'est pour ça que il faut tenter, il faut pas se dire, bon ça va me coûter, peut-être 1 000 € l'ascension du Mont Blanc et c'est un peu beaucoup et cetera. Alors oui, c'est une somme, mais c'est une expérience et moi en vrai ce que je recherche pour ma personne, c'est des expériences en fait. Mmh. Tu vois, j'aime beaucoup ça. C'est-à-dire que, alors certes, une compétition CFJB, c'est 60 € ou 70 €, mais c'est une expérience en fait qu'on te permet de vivre dans des conditions réelles. Et c'est ça qui est c'est ça qui est important en fait. Je pense au quotidien, c'est de faire tes expériences et puis ça te permet de grandir en tant qu'homme ou en tant que femme et de pouvoir te confronter à des situations et te dire bah j'ai été confronté à une forme de stress assez importante lors d'une compétition, comment est-ce que j'ai réagi? Et c'est un peu pareil au travail, hein, quand tu as la pression par ton activité professionnelle ou par ton chef, comment est-ce que je réagis? Est-ce que je lui mets une gifle dans son visage ou est-ce que
j'essaie de prendre sur moi-même et de trouver une solution pour me permettre de sortir de cette situation compromettante. Et, Mmh. euh, et voilà, après, Dans ce que tu y tu dis, arrives il y ou a tu un n'y arrives truc pas. Mais très juste aussi, c'est justement que parfois on se concentre que ce sur quoi, pardon, on a l'impression de perdre. Et donc en effet, l'argent, ouais, j'investis dans tel projet, dans telle, compétition, j'investis dans la préparation physique, dans la préparation mentale, c'est palpable. J'ai l'impression d'y perdre de l'argent. Mais il faut essayer d'avoir une perception complète de cette situation et de se dire: «En fait, ce que j'y gagne, il est inestimable» et justement parce qu'il est exactement. inestimable, il a beaucoup plus de valeur que peut-être l'argent que j'y aurais investi et se rappeler que, voilà, on est souvent concentré que sur ce qu'on perd, mais pas sur ce qu'on gagne et ce que nous apportent ces expériences et c'est ça ce que tu dis, moi je suis totalement d'accord avec ça, tu vois? Ouais, ben c'est exactement ça, parce qu'aujourd'hui, nous, on est dans une société où j'achète quelque chose, j'ai quelque chose. Par exemple, tu achètes un téléphone, on te donne un téléphone en échange. Tu mets 1 000 euros, tu as le dernier iPhone, tu l'as entre les mains. Mmh. Le fait d'investir dans de la prépa physique ou dans de la prépa mentale ou dans une expérience de vie, parce que c'est une vraie expérience de vie, t'as rien si tu veux en échange. C'est-à-dire, on ne te donne pas un diplôme parce que tu as franchi le Mont Blanc, tu vois, ou Mmh. parce que tu as escaladé le Mont Blanc. Par contre, l'expérience et tout ce qui se passe avant dans ton ascension, c'est gravé à vie Mmh. comment dire, en toi-même. C'est-à-dire que Mmh. lorsque tu vas raconter ton expérience à des amis, c'est inestimable. Eux, ils sont sur le plancher des vaches, pendant que toi, tu as réussi à monter à 4 800 mètres. Et pourtant, c'est pas un exploit. Si tu veux, on parle pas de gravir l'Everest, etc. Quoique, le Mont Blanc, c'est quand même assez technique. Hein. Tu as beaucoup de Ouais. mecs qui viennent pour gravir des gros sommets, qui viennent s'entraîner dans les Mmh. Alpes, parce que c'est une ascension qui est quand même. Euh, alors, ça peut Physique. paraître. Ouais, c'est quand même physique. Et puis, pour nous, Parisiens, enfin, moi j'habite en ville. Si tu veux, c'est une vraie expérience. Comme j'ai pu te le dire, Mmh. il y a les stats, c'est 40% des gens qui arrivent au sommet. Alors, soit tu as une Mmh. défaillance physique, soit tu as le mauvais temps, soit tu as une avalanche. Moi, quand j'y étais la deuxième fois l'année dernière, en juin 2022, on a un mec qui est mort à un quart d'heure si tu veux, du passage au niveau pour les plus connaisseurs, au niveau du refuge de Tête-Rousse. Il y a un mec qui s'est pris une pierre tu vois, qui a Mmh. été foudroyé par une pierre. Donc, c'est aussi ça qui te permet de te dire, bah, tu sais, c'est Mmh. beau, mais je C'est dois, je dois risqué. quand même rester concentré. Ouais, bien Ouais, sûr, mais tu as ouais, un ouais. risque partout. Demain, tu prends Mmh. ta voiture, un mec qui grille un feu rouge, tu passes, Mmh. Mmh. bah, c'est comme ça. Mais moi, si tu veux, ça me fait pas peur. Je reste prudent Ouais, bien dans sûr. mon expérience, mais après un moment, quand c'est ton heure, c'est ton heure. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Tu peux pas lutter contre ça. Tu peux Mmh. pas te dire, bah, je vais prendre les pilules miracles et je vais vivre jusqu'à 150 ans. Ça existe pas. Tu vois? À un moment, à un moment, il faut sortir de cette zone de confort et se dire, tout en calculant les risques. Je te parle de l'expérience du Mont Blanc. Qu'est-ce qu'on va mettre en place? Moi, j'ai été accompagné à chaque fois par des guides. J'y vais pas tout seul. Je connais pas le terrain. Tu peux te prendre une crevasse. Tu peux faire pas mal de choses, mais c'est quelque chose qui est, si tu veux, on a été la deuxième fois, j'y étais avec 3 potes. C'était une super expérience de vie. On a été jusqu'au refuge Valo. On a été à peu près à 200 mètres au-dessus du refuge Valo, qui est à 4 300 et des brouettes. Et il y avait un vent, il faisait 150 km/h. On n'a pas pu monter sur la crête et tout, mais c'était super. Si tu veux, j'ai eu une vidéo avec les potes. Le guide, il dit qu'on s'arrête. Il lui dit, bon, vous avez envie de quoi là maintenant? Moi, je lui ai dit d'un expresso. Tu vois, on était à 4005 ou 4006. C'est une expérience de vie, si tu veux, des petits Mmh. moments comme ça. Et c'est Mmh. pareil en Mmh. compète. Tu vois, tu gagnes, tu perds. L'arbitre, il lève ta main ou il lève la main de l'adversaire. Ça reste ton pote, ça reste un être humain. Et généralement, c'est ça qui est frappant dans le JJB, c'est que quand tu perds un match ou quand tu gagnes, ton premier réflexe, c'est pas d'aller voir tes fans. Ton premier réflexe, c'est de saluer ton partenaire. Et tu regardes Mmh. tous les mecs, ils sont là, on se check, ça va bro, ah, t'as super bien combattu, c'est cool, tu vois, et, Ouais, ouais. et à bientôt, tu vois ce que je veux dire?
les 2 combattants, alors bien sûr, il y en a un qui est déçu, il y en a un qui est content, mais si tu veux, les 2, on est toujours en train de se checker et en vrai, dans l'adversité, c'est ça qui est particulier avec le JJB, c'est que à la fin, tu checkes toujours ton partenaire, toujours un Ouais. petit sourire, c'est ça qui est fort. Moi, c'est ce que j'aime bien Mmh. dans Mais c'est ce dans qu'on l'art de la retrouve compétition. normalement dans tous les sports, hein. Normalement, à la fin d'un match Normalement, de ouais. foot, d'un match de rugby, d'un match de tennis, tu vas saluer tes adversaires. C'est après Normalement, ouais. peut-être que ces valeurs martiales-là, elles sont d'autant plus fortes et présentes dans le jiu-jitsu, dans le judo, parce qu'il y a vraiment l'acte du salut, quoi. Ouais, Mais normalement, dans le sport et dans les valeurs qui sont véhiculées, on devrait toujours saluer nos adversaires, peu importe l'issue de la exactement et en plus, confrontation, quoi. ouais, en plus le JB, c'est un sport de contact, donc tu es vraiment au corps à corps avec, Ouais, ouais. avec la personne ou bah, voilà, on peut, si tu veux, il y a 200 ans, un jujutsuka, il pouvait enlever la vie et même Mmh. maintenant encore, hein, si tu retiens un étranglement plus d'1 ou 2 minutes, Mmh. le gars, il a plus de sang qui arrive au cerveau, tu peux lui enlever la vie. Le JJB, ça a été créé, si tu veux, pour instruire des soldats d'élite japonais pour protéger l'empereur il y a environ 200-250 ans. Donc ces mecs-là, quand ils perdaient leur sabre, ces samouraïs en fait, ils devaient Mmh. combattre les assaillants et leur enlever la vie. Donc on était dans une situation de vie ou de mort. Mmh. Et Mmh. aujourd'hui, on n'est plus là-dedans, hein, bien évidemment. Quand j'étrangle mon partenaire, il tape, je le lâche. Mmh. Tu vois, ou même s'il a pas taché, ou même s'il a pas tapé, je vais le lâcher. Mais dans l'art martial et dans l'esprit martial, tu es capable quand même de faire beaucoup de dégâts. C'est un petit peu comme si tu avais une sorte d'arme blanche, parce que tu fais du JB comme toutes les personnes qui nous écoutent certainement. Tu as vraiment une arme en toi, hein. Si tu te contrôles pas, tu peux casser le bras de quelqu'un, tu peux l'étrangler, etc. Mais c'est ça aussi qui est primordial dans ce sport et dans cet art martial, c'est de rester avec cette philosophie où je contrôle mon partenaire et tu peux faire quand même du dommage, du dégât Mmh. euh, Ouais. à ton adversaire. Mais ça, il n'y a que toi qui le sais. Lui, il ne le sait Mmh. pas. Et surtout Mmh. si tu es dans une confrontation physique ou une confrontation type street fight où ça peut Mmh. dégénérer. Et là où je te parle de 2 personnes en main nue, hein. Mmh. Si ton adversaire il a un pistolet ou un couteau, bon, la meilleure solution, ça reste quand même de partir. Mmh. J'ai un truc, j'en parlais au début du podcast, je voulais qu'on revienne un petit peu là-dessus aussi, c'est le fait que chez toi, aujourd'hui, le sport, c'est aussi une histoire de famille et j'aime bien ces histoires de famille-là, notamment à travers, ta fille, c'est ça? Qui joue beaucoup au tennis? Ouais, Et c'est ça. c'est cette passion pour le sport, bon, qui est un sport différent que celui que tu pratiques, elle vient de toi en partie? Alors, ouais, nous, on est dans une famille de sportifs, hein. Mon grand-père, il a été, dans le vélo, mon père, il a OK. été dans le vélo. Moi, j'ai été naturellement dans le vélo entre Mmh 10 mh. et 16-17 ans. J'étais, bah, à un niveau national français. OK. J'aurais dû normalement m'orienter vers, le professionnalisme en cyclisme sur route. Malheureusement, ça s'est ça s'est pas, goupillé comme ça, et donc je suis arrivé vers le JB. Mais, si tu veux, mes enfants, ils ont toujours fait du sport depuis l'âge de 2 ans en club, en Mmh. fédération, ils ont toujours eu une licence, ils ont toujours été Mmh. licenciés. Ils n'ont Ouais. pas fait de la gym sans licence. J'ai toujours voulu qu'ils aient une licence sur leur table de chevet et qui savent que et qui se rendent compte en fait qu'ils font partie d'un groupe, d'une communauté, etc. Alors au début, je les avais mis au judo parce que Ouais. pour moi c'était assez intéressant en termes d'esprit martial. Et puis après, on a déménagé dans les années 2017-2018 et on a changé de ville. Donc et le club du judo, je l'ai moins senti. Et Wina, si tu veux, la petite dernière, elle a été faire un essai au sein d'un club de tennis. Alors, elle a bien accroché pendant 1 ou 2 mois, et au bout de 2 mois, il y a l'entraîneur. Ils ont fait une sélection en Seine-et-Marne. Et en fait, Wina a été repérée. Et depuis environ 2 ans, elle est au sein d'un comité. Et là, aujourd'hui, elle a 5 entraînements par semaine. Elle match quasiment tous les week-ends. Et elle est vraiment dans un vrai cursus où elle a 8 ans, donc elle joue en U9 cette année, en 2024, euh, où elle est accompagnée par un thérapeute, c'est-à-dire un ostéo. Elle a un Mmh. préparateur physique, elle a un coach, elle a également un préparateur mental. Si tu veux, elle est un petit peu comme dans un mode professionnel, alors qu'elle est
très, très jeune, hein, quand Mmh. tu vois, souvent quand j'en parle à ma mère, je lui dis: «Wina, elle a 5 entraînements par semaine». Elle me dit: «Oh là là, et qu'est-ce que tu vas faire?» et cetera. Mmh. Moi, je prends plutôt ça comme une expérience de vie, c'est-à-dire que je suis en train de la on est en train de la former pour qu'elle puisse appréhender au mieux les épreuves de la vie. Alors ça reste une petite fille, hein, c'est-à-dire que si elle a un match le samedi et qu'elle a un anniversaire également de prévu au même moment, eh ben, elle devra faire un choix. Alors Mmh. peut-être un samedi, elle va aller faire un match et peut-être l'autre samedi, je vais lui dire: «Bah non, tu fais pas le match, tu vas faire ta vie de petite fille également», Mmh. parce que c'est ce qu'elle a besoin et si tu veux, elle a tout pour réussir. Elle a un papa qui est dans le sport, elle a mon père également qui est également, qui a été également dans l'esprit sportif. On lui a mis quasiment tous les ingrédients pour qu'elle puisse performer ou pas. Mmh. Si elle performe pas, il y a pas de sanction En également, tout cas, tu vois? pour qu'elle C'est-à-dire puisse que vivre son projet sportif à fond, quoi. ouais, c'est un vrai Ouais. projet, surtout dans le tennis, tu vois? C'est un vrai projet familial, c'est-à-dire Mmh. que dès le plus jeune âge, en fait, on parle de projet, on parle de sacrifice, on parle de week-end. Les matchs, c'est pour ceux qui ont des enfants dans le tennis, c'est de 9 heures à 17 heures, 18 heures. C'est à l'autre bout de Paris, voire c'est même en région, enfin dans une autre région que la région Île-de-France. Donc c'est beaucoup de sacrifices, mais ça vaut vraiment la peine d'être vécu. C'est comme au jiu-jitsu, c'est une expérience qui vaut la peine d'ê d'être, d'être vécu. Tu sais, la dernière fois, il y avait un pote qui me disait, «Qu'est-ce que tu regrettes le plus?» ou «Est-ce que tu ferais les choses différemment?» Non, moi je dis: «Je pense que je referais la même chose». Peut-être qu'à certains moments de ma vie, je ferais peut-être les choses différemment, mais le cursus, ce serait quasiment, on peut toujours faire mieux, tu vois? Mais l'important, c'est de vivre une expérience et d'être dans un groupe confronté à différentes situations et c'est ça le plus important, savoir comment est-ce qu'on réagit, comment est-ce qu'on se projette, au sein de au sein du quotidien et c'est ce qu'on essaye de faire avec Wina. Alors, pour les petites filles, c'est particulier parce que tu as la pression au tennis. Souvent, quand ça perd, bah, ça pleure et Mmh. cetera, donc là, on Oui, mais en dans tous les depuis sports, hein, les enfants quand ils perdent, ils pleurent parfois, hein. C'est ouais, parce qu'en fait, ils sont focalisés sur la finalité et je te dis pas que moi je l'étais pas non plus, hein. C'est-à-dire que moi je vois la Mmh. victoire et la défaite. Mais en vrai, avec l'âge et avec le comment dire? Avec l'expérience que tu peux avoir, tu te dis: «Mais en fait non, moi je préfère, qu'elle joue bien, qu'elle prenne du plaisir», parce que c'est ça le plus important pour les enfants, c'est de prendre du plaisir au même titre que le JB. Si je vais en Mmh. compète et je prends pas de plaisir, c'est contraignant. Tu vois? Mmh. Tu as une prépa physique, Complètement. tu as une diète peut-être à faire, tu as des kilos à perdre, faut aller au match, tout le monde te regarde, c'est stressant, si tu prends pas de plaisir là-dedans, Ouais. tu vois? Pour les Je sais enfants, pas d'autant si plus, hein. Après les mmh, professionnels, bon, il faut garder, du plaisir à la pratique, mais quand tu es professionnel, quand même, il y a une autre dimension qui arrive, tu as un contrat, ça devient ton ouais, travail. Quand tu es enfant, pour moi, exactement. ouais, il faut se concentrer que sur ça, que sur le plaisir, à 100 le plaisir et du coup, je suis curieux que tu nous dises, toi, par exemple, qu'est-ce qu'elle peut dire, de ses motivations? C'est quoi qu'elle aime dans le tennis, par exemple? Bah, Qu'est ce ce qu'elle aime qu'elle aime dans le particulièrement, tennis ouais. Mmh. ouais, ce qu'elle aime dans le tennis, c'est, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà l'aspect qu'elle joue avec ses copines. Je pense que Wina, elle a jamais rechigné à aller à l'entraînement. C'est-à-dire que, par exemple, elle a quasiment cours, je te dis, tous les soirs, ou tous les mercredis après-midi, elle a jamais rechigné à aller à un entraînement. Parce qu'elle aime bien, taper la petite balle, jaune avec le point vert, parce qu'elle joue en vert, Mmh mh. actuellement. Mais elle est à la recherche de ça et je pense que également l'environnement dans lequel elle se sent privilégiée. C'est-à-dire Mmh. qu'elle est dans un club, elle joue en comité, elle joue avec différentes, personnes, elle est confrontée à différentes situations et je pense que c'est ce qui lui plaît, c'est-à-dire que d'être un petit peu, tu vois, on va l'amener à l'ostéo, elle se rend compte en fait que, peut-être, elle va ressembler ou peut-être elle va se diriger, peut-être elle va diriger sa vie ou sa carrière vers vers des personnes qu'elle voit à la télé. Donc peut-être qu'elle va éventuellement leur ressembler. Maintenant, c'est trop tôt pour le dire, parce que le Mmh. tennis, en vrai, Ouais, ouais. il y a 300 personnes qui en vivent dans le monde, tu vois? Surtout chez les femmes, 400 peut-être. Quelle sportive Donc justement, l'inspire? Elle peut dire qu'elle prend exemple sur certaines sportives? bah,
Bah, comme toutes les petites filles, elles aiment bien Djokovic, elles aiment bien Iga OK. Swiatek. Mmh. En filles, tu vois, c'est les joueuses qu'elles regardent. Coco Gauff, elle Yes. regarde aussi. Et OK. Mmh. parce que c'est des joueuses qui, je pense, Wina, elle aime bien la façon dont elle joue. Elles aiment, tu vois, elles aiment bien un petit peu ce qu'elle dégage. Mmh. Donc, Mmh. et c'est important de se rattacher à quelqu'un, de se Ouais. rattacher à quelqu'un qui te plaît. Peut-être, tu vois, je sais pas, elle me demande des raquettes Wilson parce que cette fille, elle joue en Wilson, exemple, Mmh. tu vois. Et Ouais, c'est bien important de sûr. se Ouais. rattacher à ça, de se rattacher à quelque chose et d'être en confiance, d'être dans son bien-être. Et Mmh. comme je te l'ai dit, une raquette Wilson, ça coûte 100 balles ou 150 balles. C'est mieux que qu'elle soit à l'aise avec ce matériel plutôt que je lui achète une raquette d'une autre marque un petit peu moins chère. Mmh. Tout Mmh. ça pour Ouais. économiser quelques euros entre guillemets. Donc je pense que c'est important d'être dans les meilleures conditions si tu veux performer. Et pour nous, les meilleures conditions pour Wina, c'était qu'elle soit entourée de personnes professionnelles et qui connaissent leur métier. C'est-à-dire que bah moi, je suis papa et je suis pas coach. Tu vois ce que je Mmh. veux dire? Mmh. De tennis. Et chacun reste dans son périmètre. Un ostéo, bah, il est ostéo. Et je Ouais. pense que tu peux pas t'improviser préparateur mental. J'ai essayé, hein, mais j'y arrive pas Mmh. parce que c'est pas mon métier. Tu vois ce Mais que je veux ça, dire? c'est génial Stéphane, parce que le nombre de papas et de mamans qui s'improvisent coach et préparateur mental sur le bord des terrains de quelque sport que ce soit tous les week-ends et qui gueulent sur leur môme, c'est délirant, c'est délirant. C'est souvent en fait ces personnes-là, c'est souvent des personnes qui ont une méconnaissance du sport. C'est Oui, souvent des personnes qui font pas de sport entre guillemets. Je me permets peut-être de m'avancer un peu, mais c'est souvent des ouais, personnes ouais. qui font pas de sport, qui connaissent, pour te parler du tennis, qui connaissent pas grand-chose au tennis et qui ont été projetés dans dans ce sport parce que leur fille, elle a un petit talent ou quelque chose comme ça. Mais si tu veux, les vrais connaisseurs, ils parlent pas. C'est comme au Eh oui, JJB oui. en fait, Ouais. quand tu vois que ça se passe bien ou que ça se passe mal, généralement, c'est pas des personnes qui vont brailler ou crier fort. La plupart des gens qui sont concernés par ça sur les cours de tennis, je te parle, c'est des personnes qui, tu vois, ou qui vont avoir envie à en découdre avec l'arbitre. Ça peut arriver, hein, comme au foot, etc. C'est souvent des personnes qui ont une méconnaissance du sport ou qui ont Mmh. une méconnaissance de l'art martial. Les personnes qui sont concernées ou les personnes qui ont déjà été confrontées à cette forme de stress, puisqu'un match de tennis, c'est violent, hein, pour une petite fille. Tu vois, alors c'est violent, pas dans le terme physique, hein, mais il y a de la tension. Ouais, À ouais, ouais. 40-40, il n'y a pas d'avantage, c'est point décisif tout de suite. Mmh. Quand tu perds, c'est un peu violent, quoi. Tu sais, t'es pas Mmh. prévu, c'est un enfant. En vrai, ma petite fille, elle a 8 ans, mais c'est une petite fille, hein. Mmh. Mmh. Donc, des fois, heu, des fois, elle rentre, elle pleure. Mmh. C'est pas facile à gérer. Et je pense que c'est bien d'avoir, de s'entourer de personnes professionnelles et compétentes dans leur domaine d'activité. Et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'investir un petit peu au lieu que je m'achète un je sais pas, un énième pantalon ou un énième sweat. Et ben, je préfère plutôt prendre une partie de ce budget-là et payer une personne compétente pour pouvoir valoriser ma fille sur sa future carrière ou la rendre meilleure dans sa vie de tous les jours à l'école. Yes, ouais, c'est très juste. C'est Exactement. vrai que toi, ton propre parcours sportif t'a permis d'avoir cette humilité en te disant: ben ouais, je sais ce que c'est dans un sport, il y a un coach, il y a un entraîneur qui a ses compétences, il y a des préparateurs physiques, il y a des préparateurs mentaux» et donc d'avoir, cette humilité de laisser la place, de prendre la place, toi, que tu veux occuper dans ce projet-là et pouvoir, proposer un cadre vraiment, cool pour le projet de ta fille, quoi donc on lui souhaite Ben, beaucoup de bonheur et beaucoup de réussite merci, merci. Mais OK. c'est le cas en fait quand tu regardes aussi dans le jiu-jitsu, hein. Dans le jiu-jitsu, on est toujours un petit peu en train de compter ses radis, comme je le dis, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'argent dans cet art martial ou dans ce sport. Mais à un moment, si tu veux performer en compétition, tu es obligé de t'entourer d'un préparateur physique et d'un préparateur mental, également d'un ostéo, d'un docteur. On a la chance qu'en France, c'est souvent bah, remboursé par la mutuelle ou par la Sécu. Mais à un Mmh. moment, si tu veux performer, tu peux pas juste aller combattre contre quelqu'un sans faire aucune préparation, malgré tout le talent que tu peux avoir. Si tu Mmh. veux performer à haut niveau, c'est-à-dire aller taper les Américains comme Dalpra, comme Jonathan Alves, etc., ou les frères Riotolo,
tu es obligé d'avoir un environnement où tu vas t'entourer de spécialistes dans leur domaine d'activité. Ouais, Moi ouais. aujourd'hui, je suis pas préparateur mental, je suis pas ostéo, j'ai aucune prétention sur ce que je suis capable ou pas de faire. Mais c'est important d'avoir une équipe solide et de se fixer un objectif et de faire tout pour essayer d'y arriver. C'est ça ce qu'on recherche et je pense que les personnes qui performent l'ont compris et forcément bah, quand tu commences à t'entourer de personnes très compétentes, bah, forcément ça a un coût, hein, c'est le nerf de la guerre. Mais tu regardes Benoît Saint-Denis, il a un coach, il a un préparateur physique, il est entouré de personnes pour performer. Il y va pas juste avec un mec qui fait tout, quoi. Mhm, bien sûr, Et c'est clair, c'est clair. c'est ça, hein. Yes. Ça, c'est Et l'avenir. Je pense que on est ouais. là-dessus. Mm. Pour revenir sur un petit truc aussi, tu dis, voilà, ben, quand un enfant perd, il est triste. Quand il est triste, il pleure. C'est dans la normalité, en fait. Les enfants sont expressifs, ils n'ont pas de filtre. Combien d'adultes perdent un combat, une compétition, sont tristes, mais ne l'acceptent pas, et ont peut-être très envie de pleurer, mais ne vont pas oser le faire, hein, tu vois? C'est juste que les enfants sont hyper expressifs et Ouais. ça part comme ça, tu vois? Mais ressentir de la Après, tristesse et de la déception après une défaite, c'est assez normal, il faut l'accepter. Et ensuite, ben, les enfants pleurent, ouais, moi ça me choque pas, c'est ils sont après, expressifs. Paul, sincèrement, ça fait du bien aussi de pleurer quelquefois. Mhm, Et parce qu'on est humain. Et ça fait du bien de pleurer quelquefois parce qu'on est humain. Et puis ça arrive, hein, ça arrive. Je te dis pas que j'ai jamais pleuré sur un tatami, hein, mais ça arrive. Et avec mhm, l'expérience, bah, tu te dis en fait, c'est que du JB. Tu vois ce que je veux dire? Tu c'est vois, ma vie, clair. elle est pas Non. en jeu. Si je perds le Mhm. combat demain contre toi, on combat ensemble, tu me fais taper, bah moi ça me fera plaisir de te checker et puis la prochaine fois j'essaierai de te faire taper aussi, tu vois. Mais si tu veux quand le Mhm. match il est terminé, ça sert à quoi de faire la gueule et de se dire merde j'ai loupé mon match et tout. Oui, tu peux faire la gueule de 3 minutes, tranquille. Après on se serre la main, Ouais. on essaie d'encourager les Mhm. copains, on se fait la bise ou pas, tu vois. Mais je pense qu'il faut le prendre comme ça. Il faut se servir de toutes les expériences, qu'elles soient positives ou négatives, pour essayer d'avancer et d'être un meilleur human, comme on dit, Mhm. tu vois, Mhm. un meilleur humain. C'est clair. Quel conseil, toi, tu donnerais aux débutants en jiu-jitsu brésilien, en particulier sur le plan mental? Bah, sur le plan mental, en fait, moi, ce que je leur donnerais comme conseil, c'est de pas trop se focaliser sur la finalité du combat, d'essayer plus de comprendre l'art martial en masterisant les bases, c'est-à-dire en vraiment en essayant de se focaliser sur des mouvements très très basiques et non pas sur des mouvements très techniques, c'est-à-dire des combinaisons de mouvements simples. Parce qu'en vrai, un mouvement technique, c'est une combinaison, c'est l'accumulation en fait de plusieurs situations de combat. Pour un débutant, l'important, c'est de comprendre ce qu'est le jiu-jitsu, de comprendre l'histoire du JB brésilien, de comprendre comment on en est arrivé à pratiquer notre art martial et également de pouvoir échanger en toute sécurité. Parce que un des plus gros freins pour les pratiquants, pour les débutants, pour les personnes qui souhaitent acquérir les bases, c'est la durée que ça va prendre. Aujourd'hui, pour être ceinture bleue dans le jiu-jitsu brésilien, ça va te prendre entre 2 et 3 ans. Donc, il peut se passer plein de choses. L'idée, c'est de garder toujours comment dire, c'est-à-dire de garder environ 2, 3 entraînements par semaine et de se dire, voilà, j'essaie d'aller dans des cours adaptés à ma pratique et non pas dans des cours où on va faire de la riva, tout l'assaut, tout ce que tu veux, tout crab ride, etc. De rester vraiment dans des choses très très simples pour acquérir les bases et ensuite de commencer à regarder un petit peu des vidéos, de commencer à lire des livres sur le JJB et t'en as plein en fait. Tu tapes sur Amazon, livres Jujutsu ou Jujutsu Books en anglais, si tes écouteurs comprennent, si tes auditeurs comprennent l'anglais. Mais Mhm. le but, c'est vraiment de comprendre à quoi sert le JJB et comment est-ce que ça va m'aider au quotidien. Après, moi, comment dire, la chose que je peux leur dire, c'est que je connais personne qui est mauvais en jiu-jitsu brésilien s'il se présente sur le tapis. C'est-à-dire que les tatamis ne montent jamais. Quand tu montes sur le tapis, juste le fait de monter, tu as un peu des super pouvoirs pour pouvoir Mhm. aller beaucoup plus loin. Et c'est ça qu'il faut garder en tête, c'est que
Juste le fait de venir au cours, t'es déjà mieux que la personne qui reste sur son canapé. Donc, Yes. On en revient donc toujours ça après, qui fait taper qui? Moi, j'ai envie de te dire, je m'en fous un peu, tu vois. mmh, À certaines personnes, c'est super important pour eux. Moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir comment est-ce qu'il va se comporter dans une situation difficile. Et ça va être plutôt ça. Et ensuite, de venir un minimum de 2 à 3 cours, de commencer à s'intéresser un petit peu à un autre art martial, à savoir comment est-ce que ça a été créé, pourquoi est-ce que ça a été créé, quels sont les objectifs, quelles sont les situations de combat, etc. Parce qu'aujourd'hui, le jiu-jitsu brésilien, c'est en train de devenir l'art martial de l'armée américaine. Donc c'est quand même, entre guillemets, la plus grande armée du monde, et ils sont en train de se former là-dessus. Donc c'est qu'il y a une vraie raison, il y a une vraie finalité dans ça. Et mmh, je pense que c'est le premier exemple, c'est masteriser les basiques, c'est garder un équilibre, comprendre le poids de corps, comment est-ce que je positionne mon corps, comprendre le centre de gravité. On est presque dans une étude scientifique de l'art martial. mmh, Et je vais peut-être aller très loin dans ce que je vais dire, mais c'est ce qu'il faut rechercher aujourd'hui. Il ne faut pas prendre juste ça comme juste un art martial. C'est également un mindset, c'est également une façon de penser. Parce que dans le jiu-jitsu, tu as également le Gracie Diet, tu as également pas mal d'autres choses qui vont rentrer comment dire, en parallèle de ta pratique. Tu as également ta vie au quotidien, tes enfants, ton travail, euh, plein de choses. Et en fait, je pense que ce qui est important pour les débutants, c'est juste de venir au cours et de bien sélectionner les cours auxquels ils vont participer. C'est-à-dire, ça ne sert à rien de venir à un cours compétition si ça fait 2 mois que tu fais du jiu-jitsu. C'est-à-dire, yes. le but, c'est vraiment d'être en sécurité, parce que si je vais dans un cours compétition, tout le monde va me finaliser, et résultat, je vais rentrer chez moi, je vais me dire que je suis nul. Alors qu'en fait, comme j'ai pu te le dire précédemment, non, t'es pas nul. C'est juste que t'es meilleur que celui qui est sur Mmh, son canapé. Il faut mmh, accepter le process. Un process, yes. aujourd'hui, c'est qu'il faut environ 8 à 10 ans à un pratiquant pour devenir ceinture noire, avec environ 2, 3, 4 sessions par semaine. Ce qui est beaucoup, hein, pour un Français moyen. Mmh, c'est clair. J'aime beaucoup, ces conseils que tu as donnés, notamment, l'intérêt de s'intéresser à toute l'histoire de ce truc, à toute la culture et à la philosophie qui l'accompagne. Parce que c'est vrai que quand tu découvres le jiu-jitsu brésilien, tu découvres un mindset, une philosophie, une culture, une histoire, et c'est hyper intéressant parce que ça donne beaucoup de sens à tout le reste après, à la pratique, je trouve. Ouais, c'est ça. Je pense, enfin, moi, dans toutes les activités que j'ai pu pratiquer, je me suis toujours intéressé à pourquoi est-ce qu'on fait ce sport-là, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, pourquoi est-ce qu'on essaie de gravir l'Everest, parce qu'en fait, enfin, je veux dire, gravir l'Everest, il y a pas de médaille en haut, tu vois. T'as un petit Mmh mh. drapeau, mais il n'y a pas de médaille comme Mmh. comme gravir le Mont Blanc. Si tu veux, Mmh. il y a pourquoi est-ce qu'on le gravit, pourquoi est-ce qu'on l'a gravi, quel a été l'objectif en fait. Et quand tu commences à comprendre en fait que c'est pas juste planter un petit drapeau, c'est également beaucoup d'à côté, et ben là tu commences à donner du sens à ta vie, tu commences à donner du sens à ta démarche, et tu Mmh. commences à comprendre pourquoi est-ce que tu fais ça et tu fais pas autre chose. Et Ouais. je pense que c'est important également de savoir à un moment de ta vie où est-ce que tu en es. Et ça te permet, quand tu gravis le Mont Blanc, ou ou quand tu rentres sur un tatami, ça te permet de savoir où tu en es dans ta vie. Et c'est encore une fois une expérience de vie, c'est encore une fois un objectif que tu vas essayer d'atteindre, un focus que tu vas faire peut-être sur ta prépa physique pour pouvoir être un meilleur humain. Et c'est ça en vrai aujourd'hui. Il faut pas, il faut pas négliger qu'on reste des humains, qu'aujourd'hui on est sur Terre entre 0 et 80 ans. Donc c'est court, c'est long aussi, mais c'est court. Mais en vrai, regarde, là j'en suis déjà quasiment à la moitié de ma vie. Il me reste 40 ans. Je sais pas de quoi ça va, de quoi la suite va être faite, mais c'est important d'essayer de vivre le mieux qu'on peut et d'aller se challenger. C'est ça qui est top. En tout cas, je pense que la plupart du temps, c'est là-dedans en fait. Tu vois, Mmh. c'est le mental, je te disais tout à l'heure, j'ai 42 ans, mais en vrai, dans ma tête, j'en ai 18, quoi. Tu vois, Mmh. Mmh. c'est, c'est un petit peu ça.
Esprit fort, vie forte. Je crois que ça, c'est une citation de Rickson Gracie. Ouais, ça, je sais Mmh. pas si c'est lui qui l'a dit, mais en Mmh. tout cas c'est bien et je voulais ouais rajouter également lisez Mmh. des livres. En fait, ça c'est Yes. bien aussi parce que quand on était gamin, on lisait des livres et puis tu arrives à une période de ta vie où bah, c'est plus facile de pas lire de livres. En fait, ou tout du moins t'as pas envie d'en lire. Et le fait de lire des livres, ça permet également de déconnecter avec les réseaux sociaux, ça permet également de déconnecter avec notre vie stressante. Et moi, c'est un plaisir que j'ai retrouvé il y a pas très très longtemps. Il y a environ 5 6 ans, je commence à lire beaucoup de livres, Mike Horn et tout, je vous recommande. Mmh. Pas mal de bouquins sur le JJB, sur la prépa physique, sur comment le corps humain fonctionne, Verkowski, pour les plus puristes. Là, je suis sur un livre avec Joel Jamieson sur le conditioning pour le MMA. Donc c'est faut s'intéresser, je pense, à pas mal d'autres Mmh. choses qui ont rien à voir avec le jiu-jitsu, mais ça permet de mieux connaître encore notre art martial et de savoir qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir performer et pour pouvoir être un meilleur professeur, être un meilleur compétiteur dans ma vie de tous les jours. Mmh. Là, tu prêches un convaincu et je suis 100 d'accord. Les livres, c'est une nourriture de l'esprit qui est, inestimable. On devrait tous lire des livres en fonction des sujets qui nous intéressent et en effet, ça, c'est Andy Yance, un collègue préparateur mental qui le dit très bien: «Avant d'être un athlète performant, tu dois être un humain performant» et c'est à ça qu'il faut t'intéresser. C'est clair que c'est super important d'être un meilleur humain en fait. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est très incertaine, l'Ukraine, Palestine, Israël, l'Inde, l'Iran, et cetera. Si on n'est pas des bons humains, où va le monde? Tu vois? Qu'est-ce qu'on Mmh. va laisser à nos enfants? Il faut, heu, il faut être dans un esprit d'entraide, il faut être là-dedans, il faut, enfin, moi, Mmh. je pense qu'il faut se projeter dans être un meilleur humain. Si je vois une vieille dame qui rentre dans un magasin, bah, je lui ouvre la porte. Ou si j'arrive dans une rue et que je vois que les gens sont engagés sur le passage piéton, bah, je vais rétrograder et les laisser passer. Ça sert à rien de klaxonner ou de s'embrouiller bêtement. Tu vois ce que je Mmh. veux dire? C'est-à-dire, Exact. c'est ça aussi être un meilleur humain. C'est Mmh. accepter de mettre son ego de côté parce que bah, pour certaines personnes des fois c'est pas Mmh. évident mais en tout cas je les invite à se rapprocher du club de JJB le plus proche de leur domicile parce que ça va leur enseigner aussi Ouais, comment gérer l'ego. ça, c'est clair. Quels sont tes projets futurs? Est-ce que tu peux nous en parler? Que ça soit, avec Atom, avec le jiu-jitsu brésilien ou dans d'autres disciplines, peut-être l'Everest encore une fois? Mmh. Alors l'Everest non, je pense pas que ce Non? sera OK. dans mon scope. Le Mont Blanc oui, le Le Mont Mont Blanc oui Blanc, ouais, ça va être pardon, ouais. on a parlé de l'Everest juste avant, donc c'est pour ça, je me suis mélangé. Ouais, l'Everest, en plus, ça me dit trop rien, en fait. C'est la plus haute montagne du monde, mais ça me dit trop rien. Je préfère, si jamais j'avais l'opportunité, je préférerais plutôt faire un sommet plus technique comme le OK. Manaslu ou l'Annapurna, tu vois, un sommet Mmh. un peu plus, OK. moins prestigieux, entre guillemets, mais plus technique dans lequel il y a plus d'expérience. L'Everest, maintenant, c'est du commerce. Ouais, ouais. Et Tu vu même si c'est 14 une grosse Peaks? performance. Tu l'as vu Ouais, bien 14 sûr. Peaks avec Nims? Ouais, Sacré bien sûr. documentaire celui-là. Oh là là. Ouais, d'ailleurs, je vous le recommande à toutes et tous. Extraordinaire, extraordinaire. Maintenant, c'est assez américain dans la façon dont il a été filmé. Mais ce mec-là, c'est un monstre. Mmh mh. Franchement, j'adore le personnage, j'adore ça, Ouais. j'adore comment il pense, j'adore ce qu'il fait. Mmh. C'est Ouais, très vraiment, inspirant. C'est donc pour ceux ouais, peut-être qui ont pas la ref, c'est un documentaire sur Netflix qui s'appelle 14 Peaks et qui est l'histoire d'un alpiniste népalais qui décide de remettre les Sherpas népalais au centre de l'alpinisme mondial parce qu'ils avaient été souvent, vus juste comme des Sherpas et donc de gravir les 14 sommets de plus de 8 000 mètres. Donc ils sont tous dans l'Himalaya en 7 mois avec une équipe d'alpinistes népalais et c'est toute l'histoire de ce projet depuis, l'idée qui sort de son esprit jusqu'à la concrétisation et c'est ouf, c'est hyper inspirant, c'est vraiment ouf. ouais, ouais, c'est extraordinaire. Après, pour revenir à ta question, ouais, le Mont Le Blanc, je pense projet. que l'année prochaine ou l'année d'après, 2024 ou 2025, ce sera de nouveau d'actualité.
Et Mhm. après, moi aujourd'hui, je suis en pleine reconversion professionnelle, c'est-à-dire que je vais arrêter mon activité pro qui était d'être key account manager et je vais me focaliser sur le JJB ou sur d'autres projets pro. Mais aujourd'hui, je pense que je suis arrivé à un moment de ma vie où si je le fais pas à 40 ans, bah, je le ferai jamais. Donc, Mhm. je préfère me dire, je prends 2 ans de ma vie pour essayer de me focaliser sur un projet. Alors, pour l'instant, c'est trop tôt pour en parler, mais si jamais ça se fait, ça va être mon quotidien. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à mon avis, je repartirai pas dans une activité professionnelle commerciale comme celle que j'ai pu comme celle que j'ai pu connaître lors de mes 10 dernières années, 15 dernières Mhm. années, ou dans lesquelles j'étais salarié dans une société. Et j'ai rien contre ça, hein. Mais c'est juste que moi, je suis arrivé à un moment dans ma vie où je me dis que je préfère prendre un risque, quitte à vivre moins bien, quitte à baisser mon niveau de vie, mais je préfère prendre un risque et me dire j'ai essayé, j'ai réussi, tant mieux, j'ai pas réussi, bah tant pis. Et tu sais, comme on en parlait tout à l'heure, et ben le jour où j'arriverai à 65 ans, je me regarderai dans la glace et je me dirai bah Steph, en fait, t'as essayé et puis c'est pas passé et tant pis, j'ai perdu peut-être 30, 40, 50 000 euros, mais c'est pas grave. Tu vois ce que je Mhm. veux dire? Même si c'est une Ouais. somme, c'est pas grave par rapport à toute l'expérience que tu as pu avoir de l'autre côté, par rapport au moment de vie que tu as pu faire. En fait, on n'a pas le droit de ne pas essayer. Tu Mhm. vois, si tu veux, moi, c'est un peu ma philosophie à ce moment précis de ma vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de ne pas essayer. Peut-être que si on avait eu cette discussion il y a 15 ans en avant, 15 ans en arrière, peut-être que j'aurais peut-être pas eu la même réponse, mais là aujourd'hui à 42 ans, j'ai quoi à risquer? Si tu veux, on est propriétaire d'une maison, alors certes j'ai un crédit, j'ai un peu d'expérience, j'ai un peu d'argent de côté, j'ai envie d'essayer quelque chose. Et puis si ça marche, et ben ça marche. Si ça marche pas, Hmm. je retournerai au boulot, tu vois. C'est En pas tout grave, cas, moi, je te souhaite que ça marche et que ça marche très très bien. ça va marcher, t'inquiète pas. Mais c'est très juste ce que tu dis, surtout quand on ressent le besoin. Dans ce que j'entends, en fait, aujourd'hui, tu décides de nourrir ton besoin de sens dans ce que tu fais plutôt que ton besoin de sécurité, parce que c'est ça que tu ressens au fond de toi et ton épanouissement personnel, il dépend de ça. Donc c'est Ouais, important de d'oser et de s'autoriser le faire, ouais. ouais, je Et pense que c'est ça. ouais. Je veux pas rester en fait sur ma faim, c'est-à-dire je veux pas arriver comme j'ai pu te le dire à 60 ans et me dire je l'ai pas fait, parce que Mmh. ça va me ronger par contre. Ouais, Et de ouais. me dire plutôt j'ai essayé, ça a marché, tant mieux. Si ça marche pas, bah j'ai quoi à perdre en fait. J'ai un Mmh. petit peu de temps, un petit peu d'argent, et voilà. Yes. C'est comme ça. Après, comme on dit, tu sais, quand on part dans l'autre monde, on part pas avec les billets et les voitures de sport. Tu vois ce que Mmh je veux dire? mh. Tout ça, Mmh. ça reste là et tu pars comme tout le monde. Donc en Yes. fait, je te parle pas d'acheter une Ferrari, hein. Là, je te parle de monter un Mmh. projet dans lequel il y a un intérêt, dans lequel tu peux peut-être éventuellement faire vivre ta famille et surtout tu peux peut-être éventuellement vivre de ta passion. Et c'est ça, Mmh. je pense, c'est ce que toi aussi tu essayes de faire Ouais. avec ton activité professionnelle. Et ça, c'est valorisable et ça, c'est respectable. Et je pense que il faut essayer. On n'a pas le droit de ne pas essayer, tu Mmh. vois, et c'est le plus important. Enfin, pour Yes. moi, hein, je pense. J'ai Magnifique. pas le droit Yeah. de ne pas essayer. Je valide carrément. Atom, l'aventure continue avec Atom aussi? Ouais, l'aventure continue. Avec Patrick Eno et JB, on va ressortir. Enfin, c'est pas on va ressortir, c'est on va essayer de, de proposer encore plus de kimonos, encore plus d'articles de sport avec différents designs à nos fans et à nos acheteurs ou futurs acheteurs. Mais le but, c'est de continuer cette aventure qu'on a créée. Le but, c'est de maintenir ce bébé en vie parce que bah, c'est pas facile, hein, le business du kimono. Comme tu le sais, il y a 15 000 pratiquants, entre guillemets, 20 000 pratiquants en France. Il n'y a pas 1 million de pratiquants, donc le business est assez restreint et limité. Mmh. Maintenant, on a d'autres vecteurs pour travailler. Mais oui, ça continue, hein. Il est hors de question qu'on arrête Athlete on the Mat. Aujourd'hui, on est dans une situation où on commence à avoir un peu de notoriété. On sponsorise pas mal de mecs, on sponsorise également des projets.
Mhm. Des projets dans le monde du jiu-jitsu. Comme j'ai pu te le dire aussi, on est partenaire de la CFJJB. On est également compétiteur. Patrick, il compite un petit peu aussi de temps en temps. Moi, je suis encore un petit peu dans le circuit. Pour combien de temps, je sais pas, mais on est sur les tapis, donc on est très accessible. Avant tout, on est des humains. Si vous nous rencontrez sur les compétitions, n'hésitez pas à venir nous checker ou à venir nous dire bonjour. On mord pas, on mange pas. Mhm. Souvent, on a des stands à la CFJB, au championnat de France. Si vous voulez venir boire un café, serrer des mains, parler un peu de jiu-jitsu, parler tout un tas d'autres choses, n'hésitez pas, on est là, on n'est pas, même si vous achetez rien, vous Mhm. serez traité pareil. Ok, Donc, on génial, n'a pas génial. de, Hmm. on n'a pas de, on est ouvert. Yes. Là, très récemment, à l'heure où on parle, vous avez sorti un kimono, un nouveau kimono, un joli kimono noir et rouge. Ouais, noir Tu peux en et parler de orange. la sortie de ce kimono et il y a un symbole aussi derrière, non? Ah oui, le noir et rouge, d'accord, je pensais que tu parlais d'autre. En fait, c'est le Worldwide qui a été revisité. Avant, c'était au sein de notre site, on a le Worldwide blanc et noir. En fait, c'est un Mhm. kimono noir avec des broderies blanches. Et Ouais. en fait, on a sorti la même version noire avec des broderies rouges de façon à pouvoir donner un autre style au kimono. D'ailleurs, Mhm. je t'invite ou je vous invite à regarder sur le site Athlete on the Mat. Vous avez un shooting photo qui a été fait dans un garage de préparation automobile pas très loin de chez moi qui s'appelle WKMR. C'est le garage d'un pote qui s'appelle Kylian. Et en fait, il fait de la restauration et de la préparation pour du véhicule de sport. Et on a choisi un petit peu de faire ce shooting dans ce garage pour donner un autre aspect à notre marque et à notre art martial. Donc, si jamais vous voulez voir des belles voitures, des belles photos, n'hésitez pas à aller le voir. On a eu un peu la même démarche avec le camo. On l'avait fait dans un aérodrome à côté de Meaux, au sein d'un avion qui a volé pendant la Première Guerre mondiale. Donc, Ok. on a toujours des shootings un petit peu particuliers. Et là, Mhm. pour le iconique, normalement, on devrait mettre en ligne des photos avec avec un lieu spécifique, avec des statues un petit peu qui ressemblent à l'île de Pâques. Et parce que voilà, c'est iconique. Et c'est un kimono qui a été fait en hommage à Laurence Cousin, qui est la première femme championne du monde IBJF adulte chez les femmes. Yes. Donc, Ouais. voilà, c'est une légende de notre sport ou Mhm. de notre art martial, Laurence. C'est une copine aussi. On s'est connus au Cercle Tissier il y a maintenant, il y a presque 20 ans ou 18 ans. Et puis c'est une petite femme qui est formidable dans tout ce qu'elle entreprend. Elle est, elle est au top. Et si vous tournez avec elle, bah, vous verrez que c'est l'expression même du JJB originel, c'est-à-dire la technique, les effets de levier contre la force. Et Ouais. en tout cas, je lui souhaite vraiment déjà un, je l'embrasse, et puis deux, je lui souhaite énormément de succès dans ses projets perso aussi bien que professionnels. Euh, c'est quelqu'un qui est extraordinaire et qui apporte beaucoup au sein de notre art martial. Euh, euh, tous les jours au sein du territoire français. Et voilà, pour finir là-dessus, il faut qu'on soit solidaires, nous aussi au sein du JB français, il faut qu'on soit ensemble. Le but, c'est pas de se tirer dans les pattes, le but, c'est pas de dire que telle équipe est meilleure que telle autre. Le but, c'est d'être ensemble pour pouvoir grandir dans l'échiquier mondial. Et personnellement, je suis persuadé qu'avec les talents qu'on a en France, on est capable d'aller taper les Américains ou les Brésiliens, hein. On n'a pas Mhm. de, si tu veux, quand on aura compris qu'on est une seule et même équipe et qu'on peut travailler ensemble, tu verras que la France, ça va devenir une place forte au sein du JB mondial. Yes, yes, magnifique. Ouais, gros bonjour à Laurence si elle nous écoute. Je vous invite, pour ceux qui l'ont pas encore fait, à écouter l'épisode du podcast avec Laurence Cousin. C'est tout simplement l'épisode le plus écouté de la chaîne, de l'histoire du podcast, parce que c'est une masterclass sur la préparation mentale pour le jiu-jitsu brésilien. Elle donne tout en fait, de A à Z. Vous avez tout ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire pour préparer votre compétition par la plus grande compétitrice française, européenne et peut-être une des plus grandes du monde dans ce sport-là. Donc, allez-y, allez écouter cet épisode, il est indispensable. euh,
Pour finir sur Athletes on the Mat, donc pour ceux qui seraient intéressés, on peut aller sur le site athletesonthemat.com, c'est ça? Et là, il y a tous Ouais, les kimonos, les rash guards, il y a même du streetwear. c'est ça, ouais. Il y a principalement il y a du kimono, des articles de JB, donc on va retrouver des ceintures, on va Mhm, retrouver des kimonos, des rash guards, des shorts techniques pour faire pour combattre. La plupart de nos articles, ils sont IBJJF approve ou SafeJB approve, donc ça veut dire que vous pouvez les utiliser également en compétition. mhm, Et on a une partie de sac et de streetwear. Le but, ça a toujours été de fournir les meilleurs articles avec la meilleure qualité possible pour les pratiquants. Et voilà, le site c'est athleteonthemat.com ou sinon vous tapez sur Google Athlete on the Mat et vous allez être redirigé directement sur notre site marchand. Après, Athlete on the Mat, c'est pas que un site internet, c'est également des personnes derrière. Donc, nous, on travaille ouais. pour que ça fonctionne Et toi, et que justement, on peut te retrouver sur Instagram aussi, Stéphane? ouais, sur Instagram. Alors, mon Instagram, c'est stéphaneh20.1. Pourquoi 20.1? Parce que je suis né le 20 janvier 1981. Donc voilà, Ok. c'est pour ça. Mais n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je vous répondrai. Mhm, Et voilà, après, il y a une partie de ma vie qui est affichée là-dessus. J'aime mhm. bien les réseaux sociaux. Maintenant, je suis pas d'une génération Ouais, ouais. où c'est forcément toute ma vie, mais j'aime bien regarder, j'aime bien scroller, j'aime bien regarder un peu ce que les gens y font, ça me distrait, Mhm. mais ça reste. Ouais, Moi, léger. j'aime bien m'entraîner, ouais, j'aime Mhm, bien être avec les potes, j'aime bien mhm. être surtout avec ma famille, voilà, jouer aux cartes. En ce moment, je joue au président, tu Ça, vois, c'est avec le les bon. enfants. Ça, c'est bon, le Ouais, président. Oh là donc, là. euh, donc voilà, ça c'est des super soirées plutôt que d'être sur son écran Mhm. tu vois, on aime bien C'est jouer à clair. ça avec les gosses, au Uno, Mhm, mhm, plein de trucs comme ça, à Kems, machin, truc. Bon, bref, mhm. Cool. et c'est ça. Je mettrai tous les liens de toute façon en description du site, du Instagram de Stéphane si vous voulez lui faire un petit coucou, si vous avez des questions à lui poser. Stéphane, on arrive à la fin du podcast. Vraiment, je tiens à te remercier pour cet échange qui était génial. J'ai super kiffé notre échange. J'espère que tous ceux qui l'auront écouté aussi. Merci beaucoup pour cet échange. Merci Paul, plaisir partagé. J'ai vraiment passé un super moment. J'ai essayé voilà, de retranscrire au mieux mon quotidien. Et en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce que tu fais et ce que tu proposes comme, euh, comme service. C'est vraiment top. Et puis les podcasts, c'est toujours super. En tout cas, c'était un réel plaisir partagé pour moi aussi. Yes, cool, cool, cool. Pour finir, est-ce que tu aurais un invité à me recommander ou une invitée pour parler de préparation mentale, de sport, de tout ce qui nous intéresse dans ce podcast? Hmm, dans le JJB ou Ça peut être plus large hein, si tu as une idée qui te vient. quelqu'un que je connais ou pas? Ah, non, pas forcément. Ouais. Tu peux... D'accord. Alors moi, je vais nommer mon pote Nicolas Duvauchel, qui est un acteur de cinéma. Et Ok. je pense qu'il peut être, il peut être intéressant parce que lui aussi, il a une expérience professionnelle. Bah, c'est une personne que vous retrouvez dans des films ou des séries comme Braco, etc. Et Nicolas, il fait aussi du jiu-jitsu brésilien. Enfin, il en fait un petit peu moins Hmm, parce que son planning ne lui permet pas. Mais je pense qu'il serait super pour ton prochain invité. ok, Et voilà, si t'as l'occasion, ce serait top en tout cas de cool. l'avoir. Mais et puis il a une vie si particulière, tu sais, Hmm, acteur de cinéma. C'est pas mhm. forcément un long fleuve tranquille, Ouais, mais ouais. ce serait super de l'avoir. Carrément. Parce que on est quand même au cœur de la performance, hein. C'est des métiers qui demandent des grosses performances, qui, j'imagine, Ouais, sont soumis à beaucoup de stress, d'émotions et tout ça. Donc, ça peut être très intéressant d'avoir sa vision, ouais, carrément. ouais. Cool. Merci encore, Stéphane. Merci, Je Paul. te souhaite une bonne continuation, beaucoup de réussite dans tous tes projets personnels, familiaux. Et merci à tous ceux qui ont écouté le podcast jusqu'au bout. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ciao! Merci, Paul. À bientôt. Salut! Salut. Salut.